Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce dernier Summer Camp, dernier live du Summer Camp du mois de juillet. Ces différentes sessions en direct sur différents thèmes. C'est le dernier de la série qui est consacré aujourd'hui à l'interprétation des indicateurs techniques dans une stratégie de trading. Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects. Quels indicateurs je mets en place, comment essayer au mieux, c'est ça l'objectif, d'exploiter les signaux potentiels envoyés par ces indicateurs. C'est évidemment un point de vue personnel de la situation technique. C'est ce que j'utilise, ce que j'estime être pertinent. Chaque analyste évidemment a ses propres instruments, ses propres stratégies. Là, donc, c'est vraiment un élément personnel. Donc, il y a un disclaimer comme toujours. Ce ne sont pas des conseils. C'est vraiment une vision personnelle d'une situation, de différents indicateurs, du marché et à quel moment on peut estimer, en tout cas à quel moment j'estime que telle ou telle configuration peut donner lieu à des signaux potentiellement intéressants. Alors, vous verrez, il y a différents patterns en fait qu'on va également travailler ce soir. Des patterns que certains d'entre vous connaissent, d'autres que peut-être pas forcément tous, voir ce qu'on peut essayer d'exploiter comme signaux, sur quel type d'indicateur, comment paramètre ces indicateurs. Voilà, c'est un petit peu le thème même carrément le thème de ce dernier live. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure. Vous avez donc vu que vous avez un chat vers la possibilité de poser des questions directement sur une fenêtre qui est à votre disposition. N'hésitez pas donc à le faire durant cette présentation. Je vais juste m'assurer que tout passe correctement. Là, je suis en train de passer la slide d'après. Voilà, c'est le dernier, donc le programme des différents Summer Camp. Si vous pouvez me confirmer également que vous avez bien vu cette deuxième slide pour m'assurer que tout n'est pas figé sur le premier écran. Si vous pouvez me faire un retour donc pour le son et pour cette deuxième slide donc qui est un petit peu différente avec les différentes échéances du Summer Camp. Donc voilà, pour m'assurer que les slides passent correctement avant de poursuivre cette présentation. Voilà, je vérifie que tout est bien OK. Non, vous devriez voir donc une nouvelle slide. Si vous pouvez me le confirmer via la fenêtre de questions, l'image d'apparaître, ça c'est tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à faire un deuxième petit retour si vous le pouvez sur le bon passage des différentes slides. J'attends juste quelques confirmations encore de ce côté-là avant de poursuivre et de rentrer dans le vif du sujet. Je ne vois pas pour l'instant de nouveaux retours, donc j'espère que tout passe toujours correctement de votre côté. Voilà, j'attends juste, si vous pouvez sur le chat, quelques confirmations que la slide vient de bien passer. Je ne vois pas de confirmation. Alors, est-ce que j'ai tout bien fait correctement? Normalement, oui. Voilà, j'attends quelques secondes. Normalement, le son et l'image passent correctement. L'écran est bien partagé. Normalement, ça doit être revenu, donc j'attends juste comme reconfirmation, vous devriez me voir, m'entendre, enfin voir la slide, m'entendre, et vous pouvez à nouveau écrire dans le chat. J'attends juste que vous puissiez le faire avant de poursuivre. Voilà, c'est bon, parfait, vous pouvez vous poser des questions, c'est bon, c'est activé, go, c'est parti, on va donc démarrer cette séance tout de suite. Alors voilà, différents paramétrages, vous allez le voir. Je vais juste réduire un petit peu ça. Donc, je ferai des pauses régulièrement pour voir les questions, en fait. Je vais juste réduire ma fenêtre pour avoir la pleine vision de l'écran et je répondrai donc par intermittence, comme ça, à différents moments de l'intervention, aux différentes questions, après chacune des slides, voir s'il y a des questions qui me sont posées. Donc, n'hésitez pas, je réduis un peu la fenêtre des questions et je ferai différentes pauses régulièrement pour y répondre. On va donc commencer tout de suite cette présentation avec voilà, la slide qui suit. Donc, d'abord, les basiques. On va commencer vraiment par les basiques. Tout passe par là. Les fondamentaux en fait. Quand on commence, moi en tout cas je commence à regarder un graphique, n'importe quel actif, que ce soit un indice, une action, une matière première, des taux également, des indices de volatilité, toujours d'abord un regard très dézoomé sur le plus grand historique que l'on puisse avoir, en tout cas l'historique pertinent. On essaie de prendre plusieurs années, plusieurs décennies quand on a l'historique, pour voir où sont les niveaux majeurs, les hauts de vague, les creux de vague, à quoi correspondent ces cycles. Et on commence d'abord, c'est vraiment le b.a.-ba. Je sais que ça peut paraître vraiment débutant, après on verra, on va monter crescendo, mais il me semble que c'est d'abord par là qu'on doit commencer, avant de rentrer sur le plus court terme, à paramétrer ces graphiques. Le graphique, donc pour moi, c'est toujours du chandelier japonais. Obligatoirement, chandelier japonais, vous avez point haut, point bas, cours d'ouverture, cours de clôture. Donc ça reprend absolument tout. Vous avez les couleurs rouge et verte, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, selon le sens de l'unité de temps que vous regardez. 1 heure, 4 heures, 12 heures, daily, weekly, mensuel, etc. Donc peu importe, mais le graphique en chandelier japonais, pour l'analyse technique, c'est ce qui prédomine, ce qui prévaut pour avoir la plus grande précision. Ensuite, on va commencer à relier basiquement les
les points hauts, les points bas, et donc on voit comme ça des grosses trendlines qui se dessinent, des gros niveaux techniques qui se dessinent, aussi bien obliques qu'horizontaux. Moi j'ai tendance à préférer les obliques parce que vous voyez, je prends un cas concret sur le CAC 40 que vous connaissez, hein, les anciens sommets de 2000 ici, 2010-2011, sur le sommet de 2015 ici, on les relie et on voit que le marché le travaille quelques années encore après. Donc les obliques sont toujours, on le voit encore ici, un exemple, hein, c'est deux points bas qu'on relie, le contact ici, et puis la zone de résistance également ici, hein, on aurait pu l'entourer également, gros pullback après la cassure, résistance et on casse. Donc les obliques sont au moins aussi importantes, pour moi même presque plus importantes. Les horizontaux, ils sont toujours un peu évidents, j'ai envie de dire. C'est les niveaux, on met un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici. Voilà, ça, il faut aussi le faire. Mais les obliques ont vraiment un rôle. Hein, les niveaux de résistance oblique ou de support oblique ont aussi un rôle important dans la définition des tendances et dans les points importants. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va appliquer des moyennes de prix. Moi, je travaille toujours avec 3 moyennes de prix ou 2. Les 3, c'est 50, 100 et 200. Donc ce sont des moyennes que vous retrouvez sur toutes les UT. Donc hein, là j'ai pris un graphique voyant daily, donc ça veut dire que chaque moyenne de prix que vous avez ici, hein, c'est une moyenne de prix qui s'applique sur une unité de temps journalière, hein, 50, 100 et 200 jours. Donc c'est important, on verra ensuite pourquoi les moyennes de prix sont également des éléments intéressants. C'est pas le seul élément technique, mais voilà, le paramétrage graphique, c'est celui-ci, graphique chandelier japonais, moyenne de prix, et après on verra sur les slides d'après, MACD et stochastique, et on verra pourquoi et que sont ces indicateurs. Donc voilà déjà pour la première entrée en matière, on définit d'abord ces gros niveaux sur un graphique très dézoomé, et ensuite quand on arrive sur les unités de temps plus court terme, on retrouve ces tracés en fait. Hein. Toutes les plateformes enregistrent vos tracés. Quand vous arrivez sur une unité de temps plus courte, en 1 heure ou en 30 minutes, même si vous avez un tracé qui date, qui remonte à 10 ans en arrière sur des niveaux de résistance ou de support, des points hauts, points bas, vous les retrouvez sur les unités de temps plus courtes. Et donc, c'est pertinent de continuer à travailler, même sur des unités de temps courtes. Mais savoir qu'on arrive au contact d'un niveau qui était formé par des points touchés il y a 5 ans ou 10 ans, ça renforce le caractère important du niveau. Vous voyez un exemple très clair, très frappant ici. Vous voyez, on relie les 2 points historiques du CAC 40 hors dividende. Ici, le marché a touché précisément. Sur le pullback, ici, ça touche également. Et après, c'est pas, le marché n'a pas vocation à toujours taper pile au même endroit. Ce serait à ce moment beaucoup trop simple. Et on ferait tous du chartisme. On serait tous, vous voyez, gagnants à coup sûr grâce au chartisme. Le chartisme, c'est de dire, il y a un niveau qui existe. Et quand on a un marché qui à un moment donné entre dans une certaine phase, qui commence à casser des supports, vous voyez ce niveau ici compte aussi, vous voyez on relie ces points-là, ça tape encore ici, et bien on voit que ça tape, et quand ça casse, on se dit tiens, là ça casse un gros niveau, c'est du coup le niveau suivant qu'on a en visuel, et c'est ce niveau donc on va chercher à travailler. Donc c'est pas forcément dire que le marché s'arrête pile dessus ou vous voyez bien le tester précisément, il y a des cas où c'est le cas, mais il faut savoir en tout cas qu'un niveau passe à cet endroit-là, et que dans un marché qui à un moment donné va chercher des repères, et bien ces gros niveaux sont les repères majeurs en fait, hein. C'est les premiers repères que le marché regarde comme une fois qu'on casse un niveau, où se trouve le niveau suivant d'objectifs potentiels techniques. Ensuite, si on poursuit un petit peu sur la deuxième slide, moi j'aime bien travailler, alors c'est pas le seul instrument non plus, mais avec, alors déjà je vais commencer avant de parler de divergence, qu'on vous voyez apparaître à l'écran, je vais expliquer ce qu'est une divergence, mais on va déjà commencer avec les 2 indicateurs que vous avez en dessous. Vous voyez mes graphiques, je les complète toujours, graphique donc chandelier japonais, là j'ai pris que 2 moyennes de prix, 50 et 100, et puis 2 indicateurs techniques, je n'en travaille qu'avec 2, MACD et stochastique. Ce sont tous les 2 ce qu'on appelle des oscillateurs. Donc un oscillateur, c'est un indicateur qui est aussi autour d'un axe central, hein, à la hausse ou à la baisse. Vous avez des oscillateurs qui sont bornés, comme le stochastique que vous avez ici. Donc stochastique, hein, c'est un oscillateur avec, je peux remettre en 14-3-3, mais on peut le paramétrer un peu différemment, mais l'objectif c'est surtout de se dire, c'est borné, hein, on est entre 0 et 100, on ne peut jamais aller au-dessus de 100 ou en dessous de 0, c'est borné. Alors que le MACD par contre, lui n'est pas borné. C'est un oscillateur, hein, il oscille toujours autour d'un axe, mais il n'est pas borné. Et vous avez vu sur des graphiques long terme, par exemple de certaines valeurs comme Microsoft par exemple ou autres qu'on voit sur des semaines, des mois et des années, eh bien on peut avoir des niveaux de MACD qui progresse pendant des années entières sans jamais, en tout cas pour l'instant, retrouver l'axe central. Ça s'appelle quand même oscillateur, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on est à 1900, par exemple 99 actuellement sur les niveaux du MACD, qu'on peut pas monter à 2000, 3000, 4000 par exemple. Hein, vous avez certaines actions par exemple, vous aurez des MACD qui sont beaucoup plus bas, qui sont à 10, 15, 20, et donc ça veut dire qu'on peut monter à 30, 40, 100, 200. En fait, c'est bien ça qu'il faut voir aussi, c'est pas parce que les plateformes vous mettent en place comme ça 2 bandes que ça veut dire qu'on va varier entre ces 2 bandes. Hein, ça veut dire que le MACD peut monter, et puis il peut monter pendant des semaines, des années. Vous avez plein d'exemples d'actions comme ça où le MACD n'a pas revu sa ligne médiane. Hein, il y a une zone positive qui est ici et une zone négative. Eh bien, il y a des années entières où certains MACD n'ont pas retrouvé, pour certains titres, n'ont pas retrouvé leur
niveau médian. Donc vous me direz, du coup, où est l'intérêt de cet indicateur du MACD s'il peut comme ça, pendant des années, évoluer en territoire positif sans jamais revenir à l'équilibre, voire passer en territoire négatif. L'intérêt, c'est que même dans des zones où justement il y a des variations haussières ou baissières assez intenses, vous allez, moi c'est en tout cas comme ça que je m'en sers, il y a l'aspect toujours ligne zéro qui compte, certains au-dessus de zéro, c'est quand même un sentiment qui est positif, mais on peut très bien croiser, par exemple, vous pouvez être au-dessus de zéro comme ici, croiser à la baisse, et pourtant c'est toujours en territoire, je veux dire, positif, et pourtant le marché baisse, ou en tout cas corrige. Oui, donc il y a l'aspect croisement qui peut compter un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect, on regarde comment se forment en fait les points hauts, et vous voyez là on prend aussi donc des unités de temps qui sont plutôt des zoomés, vous voyez on prend des choses sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où on a comme du recul sur les vagues. Faire des graphiques, moi je ne suis pas un grand fan des graphiques en 5 minutes ou en 1 minute, parce que justement on manque de recul sur les vagues importantes, les vagues qui se forment sur des momentum importants, ou en tout cas sur des durées importantes, qui ont toujours plus de poids. Une vague qui va se former sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est une très grosse vague. Donc on sait quand il y a un signal qui commence à apparaître, qu'on commence à changer un peu de tendance, ça peut être des applications fortes, tendancielles, durables, et là-dedans on peut inscrire son trading ensuite. Mais déjà on détecte la première grosse vague dans laquelle on va inscrire ensuite son trading. Donc là, le MACD, ce que je trouve intéressant, qu'on n'a pas par contre sur le stochastique ici, c'est l'aspect divergence haussière ou baissière. Alors un exemple très clair, vous voyez, on a pris Bitcoin par exemple, un exemple sur Bitcoin, des sommets de plus en plus hauts, vous voyez, c'était le cas de février, mars, etc., sommets de plus en plus hauts, et le MACD ici affiche une divergence. Alors, la divergence ne veut pas dire non plus que c'est obligatoirement baissier. Pour retrouver des graphiques où vous avez par exemple ce genre de phase baissière comme ça, où le graphique monte, ou simplement latéralise. Parfois on peut avoir une divergence baissière dans un graphique qui latéralise, et en fait le moment où le MACD commence à refranchir, vous voyez, cette espèce de résistance oblique, en fait, à partir du moment où on repasse comme ça au-dessus, en fait si vous étiez latéral à ce moment-là, c'est un signal en fait tout simplement de reprise de hausse du marché. Donc une divergence selon moi n'est acceptable et n'est tradable surtout que lorsque vous avez des signaux complémentaires, que par exemple ici vous voyez là le MACD croise, donc on voit effectivement le marché descend, mais il descend, oui à l'époque le Bitcoin corrigé, mais toujours toutes ces moyennes de prix, donc il n'y a pas un danger phénoménal à ce moment-là. Par contre, vous commencez à casser une moyenne de prix, vous en cassez une deuxième, vous voyez ici, la divergence commence à se prononcer, vous commencez à arriver en zone 0 ici, donc vous commencez à passer un petit peu sous la zone d'équilibre, vous passez sous un support précédent, là en fait vous avez un faisceau d'éléments qui viennent se cumuler. C'est-à-dire que non seulement une divergence, vous passez sous des moyennes de prix importantes, vous cassez ensuite les premiers supports, même s'ils ne sont pas majeurs comme support, ça tape une fois, deux fois et vous passez au travers, vous commencez à avoir quelques éléments d'indication qui vous disent attention, là par exemple quelqu'un qui chercherait, vous voyez, à trader un petit peu ici, il aurait quelques arguments pour le faire, entre les divergences, les retours sur support, et puis peut-être à ce moment-là il y avait une nouvelle particulière qui utilise le Bitcoin corrige. Vous voyez, si en plus il y a un news flow qui accompagne un peu ce mouvement-là, ça vient aussi mettre un peu de poids sur l'aspect technique. Il y a toujours le news flow qui regarde en premier, est-ce qu'il y a une nouvelle qui fait bouger le marché, et ensuite que nous montrent les indicateurs techniques, notamment. Vous avez aussi certains marchés où on ne regarde que l'aspect technique parce que le news flow n'est pas, le flux de nouvelles n'est pas très important, et à ce moment-là, c'est plutôt l'aspect technique qui va primer. Mais si vous êtes d'abord, vous avez un gros warning d'une grosse info qui arrive, boum, et en plus les paramètres techniques commencent à se mettre dans le sens, ou à la hausse ou à la baisse, mais commencent à envoyer des signaux, c'est là qu'effectivement il y a une bonne, j'ai pas probabilité, mais vous rentrez dans des conditions qui sont, le trading c'est toujours du risque, donc vous essayez de rentrer dans des conditions où le risque semble acceptable, avec une probabilité de gain qui commence à se dessiner. Voilà. Et c'est ça en fait le trading, c'est d'arriver à aligner les planètes haussières ou baissières et se dire tiens, à ce moment-là, là il y a quelque chose qui fait que j'ai plus intérêt à y aller maintenant que je n'avais intérêt à le faire il y a 1 ou 2 jours ou il y a 1 ou 2 heures par exemple. Voilà donc pour déjà ces éléments de divergence. Et donc une divergence, et pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui écoutent le Market Live tous les matins à 11h, on parle souvent de divergence, mais en disant, voilà, il y a des divergences, de temps en temps des divergences, mais on dit bien une divergence n'est importante que si vous avez en plus des signaux qui sont confirmés par rapport à des niveaux horizontaux. Vous cassez par exemple des obliques de tendance, vous voyez ici, l'oblique de tendance, vous passez en dessous, vous voyez, c'est comme ça, c'est un empilement d'éléments techniques qui viennent vous annoncer que ça y est, on commence à avoir peut-être un vent qui commence à tourner à la hausse ou à la baisse sur une classe d'actifs. Le stochastique, c'est un oscillateur donc, qui est un peu plus réactif, on le voit, c'est un peu plus mobile comme indicateur. Il n'est pas forcément, comment dire, je vais dire quelque chose de mais pas forcément toujours pertinent. Parce qu'on sait qu'un indicateur stochastique peut rester longtemps des phases hautes, sans forcément que ça traduise, on voit bien ici par exemple, vous voyez là vous tricotez en zone haute, ça consolide, enfin ça oscille en zone haute sans passer à la zone, vous voyez entre 0 et 50, on est toujours au-dessus de 50, et c'est pas parce qu'on marque un point haut que le marché se retourne, ça peut faire plusieurs vaguelettes comme ça, et le marché monte toujours. Voilà. Ça peut être
parfois exploiter si on commence à observer les divergences. Ça peut être intéressant. Vous voyez par exemple ici, vous avez un exemple qui n'est pas un exemple massif, mais vous avez point haut ici Bitcoin, un deuxième point ici qui est un poil plus que le précédent. Sur le stochastique, on voit que c'est un petit peu inférieur. Donc je ne vous dis pas que quand vous voyez ça, imaginons qu'on ne connaît pas la suite. Vous voyez ça, vous n'allez pas vous dire oh c'est en dessous, je vais shorter ici. Bitcoin était très haut à ce moment-là, en plus il a entamé un rebond, ça pouvait repartir comme ça sans aucun problème, et le stochastique pouvait coller le plafond ici à 90-95 et rester quelques temps. Mais par contre, si vous avez une divergence qui apparaît, puis vous voyez que le Bitcoin en ce rebond, vous voyez ici marque des petits points intermédiaires, une fois, deux fois, trois fois, vous voyez que ça commence à taper sans marquer le sommet et à passer un point dessous, ben là c'est en fait le fait d'avoir vu la divergence et en plus de commencer à passer sous un support, là vous avez quelques éléments supplémentaires qui vous disent voilà attention, le Bitcoin qui pourrait monter sur le sommet n'y est pas allé, et en plus ça diverge, et ça passe sous les plus bas précédents. Voilà, vous avez d'autres éléments qui viennent bien confirmer, en tout cas mettre un peu de poids sur l'impression visuelle que vous avez eue. C'est vraiment ça au début, les divergences c'est une impression visuelle, c'est quelque chose qui donne un sentiment, et il faut attendre que les supports cassent ou qu'on passe sous des moyennes de prix, vous voyez qu'il y a quelque chose qui vienne renforcer ce sentiment-là. Voilà, donc je vais déjà commencer à voir s'il y a des petites questions, et je vais ensuite poursuivre avec les autres slides. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà, bonjour, je n'ai pas bien compris ce qu'est la divergence, nous dit Laurent. Alors, la divergence, c'est en fait l'écart de trajectoire. C'est que vous avez un actif lambda qui va mettre des sommets de plus en plus haut, par exemple. Un sommet, un deuxième qui est plus haut que le précédent, un troisième qui est encore plus haut que les deux précédents, et l'indicateur en dessous, lui, vous montre l'inverse. Il vous montre des sommets qui sont de plus en plus bas, vous voyez, qui ne correspondent pas en fait à l'alignement haussier des sommets sur l'actif concerné. Donc ça diverge, on a des sommets ici qui s'affaissent alors que l'actif continue de grimper. Et c'est pareil dans l'autre sens, une divergence haussière, ce serait la même chose. C'est-à-dire que vous aurez par exemple sur un actif qui baisse, comme ça, avec des points bas de plus en plus bas, mais vous auriez un MACD qui ferait l'inverse, avec des creux qui se redressent. Donc divergence, c'est haussière ou baissière. Peut-on définir ce qu'est une tendance majeure? Une tendance majeure, c'est une tendance qui va durer plusieurs mois. Idéalement plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, c'est une tendance majeure, ou plusieurs semaines. C'est des tendances vraiment qui s'installent sur la durée. Par exemple, une tendance sur 3-4 jours, pour moi, c'est pas une tendance majeure. Voilà. Ceux qui traitent en ultra court terme, pour lui, oui, il pourra décider d'y dire que c'est une tendance qui est un peu plus importante, mais la notion globale sur les marchés, quand on parle d'une tendance qui s'installe, c'est au moins une notion de plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est vraiment des choses, des unités de temps qui sont de cette nature-là. Le paramétrage 26-12-9 sur le MACD, il est très souvent paramétré par défaut. C'est celui que je vois sur la plupart des plateformes. Vous avez 12-26-9 sur le paramétrage. Le stochastique, moi je le mets en 14-3-3. Voilà, juste parce que historiquement, c'est une configuration que je trouvais pertinente. Voilà. Après, je pense dans la composition et le calcul mathématique de ces indicateurs, mais vous avez plein de sites aujourd'hui de vulgarisation de bourse où votre en fait de calcul exact, pourquoi 26, pourquoi 12, 26, 9. Moi, ce que je montre là, c'est le paramétrage assez standard finalement, ou celui que moi j'utilise pour le stochastique, et ce qui me semble pertinent par rapport à ce paramétrage-là. Alors on pose également une question, comment trouver les vidéos enregistrées? Alors important également de le préciser, je vous le redirai à la fin, mais tous les summer camps c'est du direct, donc pour l'instant il n'y a pas encore de replay. Les replays seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Soit vous avez accès à, vous êtes inscrit sur IG Academy, donc c'est sur le site web d'IG, vous verrez qu'il y a un onglet qui s'appelle IG Academy, donc si vous êtes inscrit là-dessus, vous aurez à partir du début de semaine prochaine l'intégralité des vidéos en replay. Sinon elles seront égrenées, une vidéo tous les jours à partir de lundi sur la chaîne YouTube d'IG. Donc voilà, deux possibilités de revoir ces émissions. Je vais ensuite voir s'il y a d'autres questions d'ordre technique là-dessus. Alors question, peut-on utiliser le croisement des courbes du MACD comme un changement de tendance? Pas forcément justement. Vous voyez ce que j'ai indiqué juste avant, vous voyez par rapport à la divergence, vous pouvez avoir des phases où le MACD par exemple croise. Alors oui, ça va créer un petit momentum sur l'unité de temps que vous regardez. Là, sur des unités de temps daily par exemple, vous allez avoir quelques jours de baisse, mais on peut aussi avoir beaucoup de sentiments que ça va croiser sans que ça croise. Vous voyez par exemple typiquement ici le MACD il aurait pu faire ça, ben non, il s'est rapproché, il croise même pas, vous voyez, il se rapproche, il croise pas. Ou parfois vous pouvez avoir des croisements qui n'ont pas beaucoup d'implication. Vous voyez ici ça croise un petit peu à la baisse, donc ça fait un petit peu très légèrement baisser le Bitcoin. Là, donc ça a croisé. Une fois, deux fois, ça tente de décroiser, et là c'est la bonne et ça repart. Donc parfois des petits croisements qui génèrent des mouvements extrêmement court terme. Et donc surtout là le risque c'est effectivement de se dire là on pouvait se dire déjà ça, vous voyez, il y avait déjà une divergence là, en pensant que celle-ci par exemple, vous voyez, était plus basse que les deux précédentes. Donc ce sommet, plus cette divergence baissière, 1, 2, 3 sommets, mais avec
un ensemble global aligné à la baisse pour le MACD, on pourrait dire, bah, tiens, là, ça va baisser, c'est là que je vais shorter. Et là, on voit que ça décroise, vous voyez, pile au niveau de la zone 0, ça décroise à la hausse, et finalement, le sommet qui a compté pour la divergence, c'était pas celui-ci, c'était celui-ci. Donc, je ne dis pas que c'était évident à ce moment-là. Mais là, on voit par exemple que le marché, le MACD qui peut croiser, ben, ne croise pas, donc enfin ne passe pas sous zéro. C'est-à-dire qu'il y a le croisement baissier, c'est une chose, et après il y a aussi le passage sous zéro qui vient renforcer un sentiment, un plus négatif. Mais dans ce cas-là, si vous avez un marché qui commence à rebondir, qui va vers votre sommet, vous voyez que ça ne croise pas, que ça passe pas sous zéro, là effectivement c'est le moment de se désactiver de prendre sa perte. Si on a shorté à ce moment-là en pensant que ça allait accélérer, dès que ça commence à revenir un petit peu plus en zone haute, on ne s'enferme pas dans une stratégie à ce moment-là baissière quand on voit que le MACD n'a pas franchi la zone, commence à décroiser à la hausse, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment... Ce serait trop simple de dire quand ça croise, c'est forcément un signal aussi, un signal baissier, un croisement baissier du MACD est égal baisse de l'actif sous-jacent. Vous avez même des croisements, vous voyez par exemple ici, vous voyez il y a une petite latence, c'est-à-dire quand on voit par exemple là, le Bitcoin qui baisse, vous voyez ici, le croisement du MACD se fait, mais finalement le croisement est quasiment effectif au moment où la correction s'arrête presque et où le marché repart. Donc vous voyez, là, en fait, il y a des croisements qui se font, mais quand vous avez comme ça des sommets qui s'alignent de plus en plus haut en fait et que ça croise à la baisse, il faut quand même se méfier parce que vous êtes quand même en territoire positif et sur des sommets qui sont de plus en plus hauts. Vous voyez, donc là il n'y a aucun signal de divergence nulle part. Ça croise mais avec des sommets précédents qui sont quand même plus hauts, donc il y a quand même un momentum aussi qui se fait, et finalement c'est ce croisement-là qui aura plus d'impact. Ça, donc je trouve que c'est très dur à déterminer justement, parce que pourquoi c'est pas ce croisement-là qui a fait l'effet, et pourquoi ça va être celui-ci qui en fait un peu plus, vous voyez. Là, c'est typiquement le cas où le MACD peut générer beaucoup de faux signaux, de signaux parasites, si on regarde que l'aspect croisement. C'est pour ça qu'il est aussi, je trouve, intéressant d'essayer de voir si à un moment donné, on n'a pas des petites divergences qui apparaissent, des croisements qui s'opèrent avec une divergence qui a commencé à se former, où là on commencera à shorter ou à faire un peu de tendance sur un signal après qu'une divergence ait commencé à se manifester. Voilà pour ces éléments-là. Comment expliquer et anticiper les contre... Donc c'est une question qu'on me pose. Comment expliquer et anticiper les contre-pieds qu'on peut voir sur certains actifs lors de l'annonce de résultats? Alors, c'est normalement le marché est là pour anticiper. C'est-à-dire que si on se dit déjà là pour anticiper, et aussi là pour, comment dire, si quelque chose semble trop évident, quand ça allait un peu trop sur les marchés, c'est là que ça ne paye pas en fait. C'est-à-dire quand tout le monde se dit tout va bien ou tout va mal, et qu'on se dit la stat est vraiment abominable, si c'est une stat qui arrive parce que tout le monde sentait que ça allait être abominable, parce que pendant une récession, on se dit voilà, les prochains chiffres d'emploi vont être catastrophiques, on s'y attend tous, on a un consensus, même souvent vous avez vu que tous les sites aujourd'hui boursiers vous proposent des consensus. Ces consensus ils viennent de deux sources, il n'y a pas 36 sources, il y a le consensus Bloomberg et le consensus Refinitiv, qui est donc Reuters, Reuters Econ qui est devenu Refinitiv, donc ce sont les deux grosses sources de consensus. En gros, ce sont ces deux grosses agences financières qui vont sonder les analystes et les économistes, dans un gros panel de gens qu'elles sondent régulièrement, et elles donnent sur leur site le consensus. Le consensus, c'est pas, il sort pas du chapeau, c'est une moyenne de ce que ce qu'un gros panel d'économistes et d'analystes donne comme anticipation. Et donc, si le consensus, je sais pas, c'est par exemple 500 000 destructions d'emplois pour le mois d'août à un moment donné, eh bien, si tout le monde s'attend à ça et que vous avez pile le 500 000 qui tombe, finalement, le marché, sachant que le consensus est déjà mauvais, était déjà peut-être positionné pour quelque chose de pas terrible. Et donc finalement, quand ça tombe, finalement, c'est là que le marché prend un contre-pied parce que c'était tellement attendu que pourquoi revendre alors que tout le monde le savait, que tout le monde s'était peut-être déjà positionné auparavant en ayant un graphique qui baisse, par exemple. Oui, donc c'est un peu souvent ça le contre-pied, c'est quand quelque chose est trop évident que il ne se passe pas forcément ce qu'on attend à ce rendez-vous-là. C'est souvent ce qu'on appelle l'approche contrarienne du marché. C'est quand quelque chose paraît complètement évident, complètement tellement sûr que ça va se produire, l'approche contrarienne, c'est justement le fait de se dire attention, lui le marché va potentiellement jouer le contresens donc le contre-pied, parce que justement il s'attend, il sait que tout le monde s'attend à ce que l'autre sache aussi quoi. C'est un peu ça. Donc il n'y a plus d'effet de surprise à ce moment-là. Voilà, je dis pas que le marché doit être toujours surprenant, mais alors il me semble que j'ai été un petit peu sorti là du live. Pourquoi vous n'avez plus mon écran? Je suis désolé, il semble qu'il y ait des petits coupures de flux qui parasitent un petit peu tout ça. Alors attendez, je vais juste essayer de voir. Je suis désolé, c'est un petit peu perturbé. Pourquoi je n'ai plus la capture d'écran? Si, vous devriez le voir, donc normalement. Je vais remettre plein écran, voilà. N'hésitez pas à faire des petits retours, j'espère que vous voyez bien mon écran quand je vois qu'il ne...
Si vous pouvez me faire juste un petit retour, ceux qui, si vous m'entendez bien, que vous voyez toujours la partie divergence, me dire si ça fonctionne. Je suis désolé de vous demander à chaque fois de me confirmer les choses, mais pour être bien sûr de ne pas parler dans le vent, est-ce que vous voyez bien? Ok, parfait, on confirme, super. Voilà, donc voilà pour ces premières questions. Je vais avancer un petit peu sur les slides, puis je reprendrai d'autres questions dans quelques instants. Donc on va poursuivre sur d'autres éléments graphiques. Alors, des choses dont je parle souvent aussi, ce sont les... alors là, je vous ai mis plusieurs choses. Je vous ai mis les Fibonacci, les divergences, dont on a parlé à l'instant, et les obliques. Et voir à un moment donné comment le mix de tout ça peut donner des résultats satisfaisants. Alors d'abord les Fibonacci. C'est quoi un Fibonacci? Ça, vous verrez ça très souvent. Les Fibos, on peut les mettre sur tout ce qu'on identifie comme une vague qui potentiellement est réalisée. C'est-à-dire, vous identifiez, voilà, un point haut, on sait toujours a posteriori, donc on a déjà un mouvement qui dessine, on voit que là, il y a une vague, donc on dit, bon, le point de départ de la vague, il est là. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, on va pas chercher à deviner pile où se trouve le point bas. On va dire, voilà, la vague s'est faite, et puis tiens, on commence à voir ici, tiens, ça commence à rebondir plus fortement que précédemment. Donc, potentiellement, on a un point A, un point B, une vague, et donc je vais cliquer là-haut, c'est tout simple, la Fibonacci, dans les indicateurs techniques, vous allez Fibonacci, vous cliquez une fois ici, boum, vous avez tout l'éventail. Donc les Fibos, c'est toujours les mêmes niveaux, hein, c'est des formules mathématiques, c'est toujours les mêmes ratios mathématiques, vous avez 23,6 c'est le premier, 38,20 c'est le deuxième, en fait c'est des pourcentages de correction, c'est-à-dire si je pars de là à là, et que je remonte ici, j'ai corrigé 100% de la vague. Si je fais ça et je remonte par exemple ici, j'ai corrigé 38,20. Si je remonte ici, j'ai corrigé 61,8. Et les Fibos, il y a toujours des Fibos de référence, donc 23,6, 38,20, 50, 61,8, et il y en a un ici que je n'ai pas mis, qui est le 76,4, si je ne me trompe pas, donc c'est l'avant-dernier Fibo. Après, on peut toujours mettre un petit peu plus, mais normalement, sur la plupart des plateformes, et même, vous verrez sur les paramétrages et puis ceux que l'analyse produit, hein, comme sur les indices ou autres, on a toujours ces fibos là en fait, hein, c'est vraiment les fibos de référence, c'est les pourcentages de correction de référence. Alors, on peut se dire mais pourquoi 23,6, pourquoi on n'a pas fait un chiffre rond, pourquoi pas 20, 30, 40%? C'est comme ça, hein, c'est les ratios de Fibonacci, c'est des mathématiques, mais des mathématiques que tout le monde applique sur les mêmes actifs, donc à un moment donné, eh bien on a tous en fait les mêmes niveaux. Tout simplement, les algos ont ces niveaux programmés, les analystes dont je fais partie regardent les mêmes niveaux, les gérants aussi, donc en fait tout le monde surveille les mêmes niveaux. Et donc là aussi il y a deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est que ça devient en fait des niveaux autoréalisateurs, comme tout le monde les regarde à un moment donné, quand ça commence à faire un petit peu des contre-pieds, tout de suite on va filer au premier niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter pile dessus, mais on va tout de suite aller chercher le premier niveau de référence. En fait, le marché a toujours besoin de chercher des repères. Quand c'est des zones qu'il a déjà balayées par le passé, où il y a déjà des points hauts, etc., et puis des points bas ensuite, quand ça retrace, il faut chercher un repère. Il y a toujours les repères des anciens niveaux que vous avez ici, il y a les anciens supports qui sont toujours des gros niveaux évidemment, les niveaux qui ont cassé, qui deviennent des zones potentiellement de pullback, mais si ces niveaux sont trop loin, quand ça rebondit pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus proche en fait? Il y aura les moyennes de prix, on va en reparler un petit peu, mais les Fibos font partie de ça, font partie justement de ces niveaux que l'on met quand on n'a pas vraiment d'anciens niveaux proches, qui peut servir dans de zones de pullback, quand on n'a pas forcément une moyenne de prix qui est très proche non plus, quand il y a vraiment des grosses phases de baisse comme ça, les moyennes restent encore assez hautes finalement, donc on va pas attendre de remonter là-haut comme objectif, on va chercher les premiers niveaux en fait qu'on peut aller toucher dans pas trop longtemps, comme première zone d'objectif en fait. Et c'est là que les Fibos sont intéressants, je trouve. Et en plus, il y a aussi un côté après du Fibo qui est la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, on peut toucher les premiers niveaux de Fibo ici, puis on touche quelques-uns, plusieurs années après, ou 3-4 ans après, quand le retracement se poursuit. Encore une fois, aucun indicateur n'est une martingale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur où vous êtes certain d'avoir 100% de réussite. En vous disant, je suis certain que ce niveau sera touché, ou que ce point-là, ce sont des zones qui existent pour tout le monde, donc, qui sont visibles par tout le monde, programmé dans tous les algos, et donc on va chercher aussi à un moment donné le côté un peu moutonnier et le côté aussi un peu autoréalisateur de ces indicateurs-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, je prends un cas concret, vous voyez sur l'euro-dollar, on peut avoir des obliques, donc le record historique de l'euro par rapport au dollar il est là, vous allez sous intermédiaire, je relis ces deux sommets par exemple. Si on ignore ce qu'il y a après, donc je relis ces deux sommets, ça prolonge, tiens, énorme creux, puis ça se redresse. Là on voit quoi? On voit une première grosse accélération ici, une deuxième ensuite, mais on commence à voir ça se former en dessous. Vous voyez, divergence. MACD, donc divergence. Pourtant, là, ça accélère. Donc, là, on se dit, tiens, le MACD n'est pas en train de suivre. Puis, on voit, tiens, boum, on vient taper le Fibo 68, ou en tout cas, on flirte avec à quelques points près. Donc, on commence à avoir une divergence qui apparaît, un mouvement qui est quand même assez vertical, donc bonne dynamique. On commence à se rapprocher de l'oblique
très importante, majeure même, historique. C'est un peu comme l'oblique du CAC, hein, qu'on fait passer par tous les points hauts, c'est le même genre d'oblique, hein, qui a vraiment un côté de référence majeur. On se rapproche de ça, et donc, vous voyez, quand on commence à flirter avec, on touche un Fibo, on flirte avec une oblique, et il y a une grosse divergence, normalement, là, comme on approche d'un nœud technique, en fait, hein, Fibo plus haut de zone, c'est plutôt le moment, effectivement, ça peut toujours monter au-dessus, mais quelqu'un qui aura joué, vous voyez, par exemple, la cassure de sommet précédent, hein, truc classique, ça accélère, ça construit et ça repart. On va jouer la cassure, l'accélération ici, et on va chercher justement un objectif où on peut commencer à prendre un peu ses gains. Et bien, la zone là devient intéressante parce qu'il y a une densité technique qui commence à apparaître, et c'est là que la combinaison des indicateurs devient intéressante. Si vous avez là c'est pas le cas, mais si vous avez une moyenne de prix en plus, vous avez un Fibo à cet endroit-là, vous avez un support ou une résistance ou une oblique à cet endroit-là, vous avez comme ça 2-3 indicateurs ou 2-3 paramétrages techniques qui convergent au même endroit en fait. Et là, ça crée un nœud technique, une zone d'infraction technique. Et dans ce cas-là, ça peut offrir ou une formidable zone de résistance, si c'est à la hausse, ou une formidable zone de support à la baisse. Donc c'est une zone, quand on approche d'un nœud technique fort, et qu'on était acheteur à ce moment-là, c'est plutôt le moment de prendre un peu ses gains. Parce qu'on se dit, effectivement, le marché peut buter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gros niveaux. En plus votre graphique est ancien, j'allais dire, enfin, pas ancien, mais plus il est dézoomé, plus il vous montre la puissance des niveaux techniques. Les obliques formées sur 10 ans, elles sont majeures. Donc, on sait que ce sont des niveaux de référence. Donc ça renforce le côté dur à passer, finalement, le côté, on le voit encore ici, regardez quand ça a cassé, ça met du temps à se décrocher de ça avant de repartir, parce que c'est un niveau majeur, on veut bien s'assurer que le passage était franchi pour de bon. Vous voyez, il y a ce côté, même si là c'est pas au point près, on voit bien qu'on joue avec l'oblique, un peu dessus, un peu en dessous, parce que elle était tellement, j'ai presque dire oppressante, elle était tellement pesante sur la tendance que on veut s'assurer qu'on est bien en train de la franchir avant de jumper sur une nouvelle accélération. Voilà, donc vous voyez là ce qui est intéressant, c'est la combinaison des choses, hein. Divergence, Fibo, proximité de l'oblique, et on voit qu'effectivement, et puis ensuite des thématiques qui sont d'ordre macro aussi, hein. Mais si vous avez la macro plus l'aspect technique, voilà, ça c'est plutôt de bonnes choses. Et là, vous voyez, typiquement d'autres combinaisons, vous voyez, là on est maintenant dans un biseau, vous voyez, sur le Rodol. Hein, donc il y a toujours des niveaux qui comptent. Les Fibo, vous voyez, par exemple, tenez, il y a l'euro à la baisse, il n'arrive pas à passer beaucoup là-dessous. Vous voyez, le Fibo joue toujours un rôle. Et après, donc les supports, quand ça se remet de plus en plus haut, on met une oblique. Vous voyez, mais il y a le côté Fibo, après on met en place l'oblique, donc là on voit qu'il y a une vraie densité graphique en fait. Fibo, oblique, formation d'un biseau, voilà, c'est des zones où on sait qu'il y a des niveaux qui passent, et donc on sait que c'est des zones où si effectivement une cassure intervient, bah, ça peut aller assez vite en dessous, et si au contraire ça n'intervient pas, le rebond peut être assez puissant. Mais ça, plus le niveau est important d'un point de vue de sa construction, de son ancienneté, et des niveaux importants par lesquels il passe, plus on sait qu'un franchissement ou un échec de franchissement va générer un mouvement important. Voilà. Ça aussi c'est bon à savoir. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on est sûr que ça rebondira plus dessus, au contraire, parfois ça peut casser et justement la cassure peut provoquer un vrai sell-off parce que justement c'est un gros niveau qui casse et donc la cassure engendre vous voyez, une phase importante. Mais on sait que c'est un niveau où le marché en tout cas ne sera probablement pas insensible, sur lequel le marché ne sera pas insensible. Donc ça c'est déjà des éléments très importants à savoir, où sont les très gros niveaux qui construisent les réactions de marché et surtout les prochaines tendances. Voilà pour cette combinaison. Et il y a aussi ça que je vous montrais, une divergence haussière. Tout à l'heure on me demandait c'est quoi la différence c'est quoi une divergence. Ben là vous avez une divergence haussière, vous voyez, point bas et un deuxième point plus bas. Pourtant sur le MACD, le deuxième creux ici est plus haut que le précédent. Donc là, belle divergence haussière cette fois-ci. Donc là, ça diverge à la hausse, c'est-à-dire que l'indicateur se redresse alors que le marché lui continue de marquer des plus bas. Voilà pour cette slide. Je vais faire la slide suivante et je vais prendre quelques questions ensuite. Alors vous avez des figures assez classiques ensuite, mais j'ai voulu vraiment matérialiser sur un graphique, pas faire de façon théorique, sur une page blanche avec 3 traits, des choses qui se font sur les graphiques. Ce qu'on appelle des figures de continuation, donc des drapeaux, des fanions, etc. C'est des figures où vous avez souvent un bon momentum, une phase bien accélérante qui précède, et puis vous avez comme ça une hésitation. Ce genre de figure, c'est le mieux qu'on puisse avoir, c'est-à-dire que vous avez grosse poussée, et ensuite on voit que ça, vous voyez, ça hésite, mais sans rendre vraiment beaucoup de gains, et on voit la construction se faire, sans qu'on voit que les points hauts sont de plus en plus bas, que les points bas sont de plus en plus bas aussi, mais que ça dévisse pas. C'est un actif qui est injustement monté, quand il retrace, si c'est vraiment monté trop vite, de manière, comment dire, indue, ça retombe aussi sec en fait, ça fait des grosses phases comme ça et ça retombe. Là, le fait qu'on ait un truc un peu en cascade comme ça, qui ne retombe pas vraiment, qui conserve une bonne partie des gains en fait, même si ça hésite, point A, point B, vous êtes dans le quart, le tiers supérieur.
Donc ça reste parfaitement acceptable qu'un actif qui a beaucoup grimpé consolide, même si c'est un peu comme ça de façon un peu baissière, comme biais un peu baissier, ça garde quand même une majeure partie du gain. Et donc dans ce cas-là, c'est des figures de continuation parce que vous commencez. Alors je ne dis pas qu'encore une fois c'est évident. Là ici ça aura pu casser partir d'un coup, vous voyez. Mais ce pattern, quand il commence à sortir par le haut, il peut y avoir des faux signaux aussi. On peut dire attendez, j'ai peut-être un triple top là, je vais essayer de jouer. On peut le jouer, vous voyez, à cet endroit-là. Le marché monte, il fait 1, 2, 3, triple top, il redescend sur une ici, on peut tenter de shorter ici. C'est pas, si on ignore ce qu'il y a eu après, on peut tenter de shorter ici. Mais on short donc avec l'hypothèse aussi que oui, il faut toujours se dire, si ma figure n'est pas la bonne, si mon triple top n'est pas un triple top, qu'est-ce que le marché peut me proposer en face comme contre-pied? Et dans ce cas-là, on voit, ici, le marché remonte là par contre, je vais avoir, je crois que c'est un fanion, ça s'appelle un drapeau, mais une figure de continuation, où ça monte, petit billet baissier et on repart. Mais de manière, comme un range, en fait, vous voyez, un range un petit peu incliné vers le bas. Et donc, c'est ça qu'on oppose au triple top. C'est, si le triple top échoue, je risque de me retrouver dans une figure de continuation de la hauteur de la zone de consolidation. Donc ça veut dire qu'on tente le short ici, avec un stop archi serré. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, on est sorti parce que le risque derrière, c'est de se prendre toute la continuation du mouvement. Voilà, donc ça, c'est des figures qu'on a dans les deux sens également. Là, j'ai pas d'exemple là-dessus à vous montrer, mais imaginez-le donc. Vous voyez, vous avez un marché qui baisse, on aurait la même chose dans l'autre sens. Vous voyez, une grosse baisse, et puis on verrait le marché remonter un peu en crabe, comme ça, vous voyez, remonter en crabe, donc ça ferait une espèce de comme ça de petit range un petit peu orienté à la hausse, mais très régulier, avec des bien parallèles, deux niveaux bien parallèles, on monte, et dès qu'on passe en dessous, voilà, figure de continuation à la hausse ou continuation à la baisse. Je vais juste faire cette slide, après je répondrai aux questions à nouveau. Les figures de retournement. Alors là, typiquement, épaule tête épaule inversée. On connaît les épaules. Alors il y a soit les épaules tête épaule, c'est la même chose mais dans l'autre sens en fait. C'est une symétrie dans l'autre sens. Et là, c'est une épaule, une tête et une épaule, mais donc ils sont inversés. La tête est en bas. Une épaule classique, tête épaule, c'est comme un personnage. Vous avez une épaule, une tête, une épaule. Voilà. Mais le TEI, donc E-T-E-I, épaule tête épaule inversée, c'est l'inverse. Et dans ce cas-là, on va regarder. Encore une fois, l'épaule tête épaule. C'est une figure de retournement, clairement, de retournement. Idéalement, plus elle est construite, vous voyez, mon unité de temps, encore en dessous, c'est pas des unités très courtes tout ça, ça va des unités plutôt moyen terme. Et plus en fait une figure qui se forme sur des semaines, des mois, quand elle se réalise, ça veut dire que il est légitime de vouloir rentrer. Aucune figure n'est forcément gagnante à 100%. Mais si la figure est partie pour être bonne, vous vous dites qu'effectivement ça vaut le coup en termes de ratio rendement-risque de tenter quelque chose sur la cassure, mettre des stops sur des niveaux qui sont un peu inférieurs. Comme ça, si on se fait prendre les pieds dans le tapis, on perd pas tout, on perd une partie du capital, mais on aura tenté quelque chose. Et si ça paye, vous avez une possibilité de progression qui est assez spectaculaire. Plus la figure est formée et ample en plus, formée sur des grosses variations et sur des unités de temps courtes, plus le potentiel d'expression et de durée d'expression, ça qui est intéressant. Le trading, on peut l'inscrire là-dedans, après on peut dire oui mais quel rapport entre ces unités de temps et le trading? Tout est lié. Si vous commencez à capter une tendance ici, vous dites bon, je vois par exemple ça pousse ici, ok, j'ai déclenché mon signal, ça retrace, mon stop, je vais mettre un petit peu en dessous par exemple. Et donc dès que ça va passer ensuite, ça retrace un peu sans déclencher mon stop et ça réattaque le sommet, je peux chercher à jouer dans le sens parce que je vois une épaule tête épaule inversée. Donc je peux moyenner dans le sens de l'accélération. Et donc, tout ce qui à un moment donné est un peu retraçant, je ne ferai pas l'erreur, entre guillemets, de chercher à le shorter. J'ai une épaule tête épaule inversée qui théoriquement peut me donner cet objectif-là. Je vais donc ignorer les phases de correction comme trade potentiel. En revanche, toute nouvelle attaque haussière d'un petit plus haut, quand c'est un petit peu latéralisé ou un peu corrigé, toute attaque de nouveau plus haut peut être un signal supplémentaire de construction haussière. Et c'est dans ce sens-là que je peux moyenner ma position, ça je peux rajouter une petite couche à chaque fois, dans le sens de la progression. Voilà. Donc ça, les épaules tête épaule sont des figures. Alors, le risque, comme toujours, des figures, c'est quand on pense voir une figure, quand il y a bien figure, vous voyez, ça c'est clairement une épaule tête épaule, mais nous aurions pu avoir un échec, ça monte ici, tout le monde déclenche parce que tout le monde a vu une épaule tête épaule, et finalement, tout à l'heure on parlait de l'aspect un peu contrarien des choses, quand tout le monde voit de manière trop évidente quelque chose, c'est là que certains algos et certains modèles ont tendance à vouloir, oui, beaucoup de gens arrivent, avec des algos et du capital derrière, on peut arriver, vous voyez, à se dire, tiens, les cours vont monter, mais si moi je veux shorter parce que je pense que la macro va plutôt me ramener là, ça me permet de ce genre de signaux de shorter plus haut en fait. Là je raisonne comme un hedge fund, un algo, un fonds spéculatif, peu importe. Je me dis, si je pense que ça, c'était pas une épaule tête épaule et que la tendance de fond, parce que mon analyse me dit que grâce à telle ou telle projection de taux, de politique monétaire ou autre, on a des chances d'aller plutôt par là dans les mois qui viennent, tout ceci me permettra en fait de
d'attraper un point de short qui sera plus haut, donc qui me permettra de prendre plus en fait quand le marché retombera. Voilà. Et pour avoir des algos qui volontairement vont déclencher un petit peu les signaux parce que tous les stops, évidemment, que celui qui rentre ici, s'il veut se protéger, il mettra son stop, et donc, ou plutôt celui qui était short ici, vous voyez par exemple là, qui était short, il voit que le marché remonte comme ça, il va mettre un petit coup de pouce pour aller déclencher, sachant que ça va déclencher les stops, et il va shorter ensuite, ce qui laisse mettre un point haut, parce que sa prévision en lui sera une prévision baissière derrière. Vous pouvez aussi, comme ça, des petits coups de pouce pour entraîner un peu de monde dans une erreur, en fait, qui bénéficiera aux grosses mains du marché. Voilà, donc ça c'est aussi. Mais le trading, c'est pas uniquement de se dire, par contre, je vais à chaque fois me faire prendre par un contre-pied. Il y a des figures aussi que tout le monde voit, celle-ci par exemple, et qui est payante. Donc voilà, le but c'est d'arriver à se dire, si la figure, si je veux la jouer, parce qu'il y a un intérêt à le faire, parce que mon analyse macro et technique me dit que cette figure a un potentiel, c'est quand même de la tenter avec des stops, mais la tenter me paraît un acte à réaliser. Plus la figure en plus apparaît grosse, bien formée, il y a une volonté d'y aller qui est normale chez beaucoup de gens, et c'est normal d'y aller parce que le trading, c'est ça aussi, c'est à un moment donné un point qui nous paraît pertinent. Et la T peut normalement nous donner ce genre de point. Si on se trompe, au moins aussi, on sait à quel moment c'est invalidé. Vous voyez, on sait que ça monte comme ça, hop, au-dessus, ça repasse en dessous, ça s'arrête. Et donc, vous voyez, très vite, la ligne de coup l'identifiez, vous savez que dès que ça repasse en dessous, c'est terminé. Même si après, le marché se prend 3-4 fois que ça paye, mais le trading, c'est on déclenche, je mets un petit seuil de tolérance, je le retape, c'est terminé. Comme ça, je perds un peu, pas beaucoup, et puis si c'est effectivement c'est réellement en contre-pied, j'ai sauvé la majeure partie qui était un faux signal. Heureusement, je me suis pas fait trop piéger, j'ai coupé comme twist stop, et puis le marché derrière retombe, vous voyez. Mais selon moi, ce genre de figure est typiquement le genre de figure à tenter. Je vais voir s'il y a des questions à nouveau. Alors, on me demande, voilà, est-ce que les analyses graphiques peuvent être, alors attendez juste que je lise la bonne question. Les analyses graphiques ne peuvent-elles être faites que sur du moyen et long terme, sur du court terme, du très court terme? Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas pertinent? Moi, je pense qu'effectivement, j'ai pas en tout cas trouvé à l'usage, depuis le temps que je fais l'analyse technique, j'ai pas trouvé d'intérêt fort sur des unités de temps trop courtes. Sinon, je vous en mettrai plus souvent sur Twitter ou dans le Market Live. Je trouve que parvenir à identifier une tendance qui peut s'inscrire dans le temps est plus intéressant parce que justement, elle réduit ou elle vise à réduire le stress du quotidien. Si on pense qu'on a la bonne tendance parce qu'il y a tel ou tel niveau qu'on casse, qu'on sort d'un range, vous voyez, formé sur plusieurs mois, ça veut dire que même si derrière on aime bien le trading, on va inscrire son trading dans ces phases long terme. Et donc, je trouve que oui, en fait, c'est plus épuisant, c'est plus fatigant psychologiquement de chercher des petits patterns sur du 1 minute, 5 minutes ou même 10 minutes qui ont des durées de vie courtes. En fait, la durée de vie du pattern est proportionnelle à l'échelle de temps que vous utilisez. Si vous avez une épaule tête épaule sur des graphes en 1 minute, ce qui est très court, votre fenêtre de tir ne sera que de quelques minutes. Vous voyez, et comme c'est des unités de temps très courtes, vous pouvez plusieurs fois dans la journée voir des choses qui se forment et qui ne sont pas forcément valides, vous voyez. Et donc en fait, ça peut créer une multitude de bruits, en fait, de bruits graphiques, alors que sur des unités de temps plus longues, on n'aura pas tous les jours des tentatives de formation de double top, ou de triple bottom, ou d'épaule tête épaule, ou de biseau, vous voyez, ce genre de choses. C'est des figures qui vont être plus rares, donc quand elles apparaîtront, elles se réaliseront, leur durée de production de signaux, sera bien plus importante, c'est donc plus confortable à travailler. Est-ce possible de parler un peu moins vite? Alors j'essaye de parler un peu moins vite, malheureusement, je n'y arrive pas. J'essaye vraiment, je dis ça sans cynisme, c'est une remarque qu'on me fait régulièrement, donc j'essaye quand vous me le dites, par exemple, bon, là je vais faire un effort, mais effectivement, je suis désolé, j'ai toujours tendance à parler un petit peu vite. Est-ce que je trade? On me demande également. Alors moi, mon statut chez IG contractuel fait que si je voulais trader, je serais limité en nombre d'opérations par mois, beaucoup d'actifs sur lesquels j'ai pas le droit d'aller, et que donc en fait en trading, si on vous limite à quelques opérations seulement par mois, c'est plus du trading, non, ça ne sert pas à grand chose en fait. C'est ça que j'aimerais bien sûr, c'est un peu comme si vous demandiez à un chef cuisinier est-ce que vous goûtez vos plats? Oui, bien sûr que je les goûte, sinon je les servirais pas. Moi, si vous voulez, j'aimerais les goûter
beaucoup. Je les ai écoutés par le passé quand j'avais le droit de le faire, hein, chez d'autres, quand j'étais pas encore chez des brokers par exemple. J'en ai beaucoup fait, hein, dans le début des années 2000. Il y avait des brokers qui n'étaient même pas encore existants en France à l'époque. Mais voilà, simplement mon statut aujourd'hui chez IG fait que hein, tous les salariés d'ailleurs, hein, chez IG, hein, pas que les analystes, mais les salariés ont comme ça, des contraintes contractuelles qui font que bon, après c'est propre à chaque broker, hein, certains c'est comme ça, d'autres c'est pas comme ça. Chez IG c'est comme ça, donc je suis évidemment limité de ce côté-là. Mais c'est pas faute de l'avoir fait et c'est pas faute de vouloir. Voilà, rassurez-vous aussi de ce côté-là. Et surtout quelque chose qui me paraît important, parce qu'on peut se dire du coup vous analysez, vous faites pas, donc ça n'a pas de valeur. Moi je pars toujours du principe que ce que je dis dans le Market Live, même si on met tous les disclaimers, évidemment, légaux, ceci n'est pas un conseil, hein, ceci, etc., vous êtes responsable de votre trading, etc., je pars toujours du principe que on n'écoute pas pour le plaisir d'écouter. C'est que moi, le Market Live, c'est essayer de trouver les meilleurs signaux possibles, les meilleures configurations qui ont la plus belle probabilité d'arriver. En me disant que si des gens suivent certaines analyses, ça m'impacte quand ça ne marche pas. C'est ça que je ne me dis pas, allez, j'ai proposé, ça n'a pas marché, tant pis, on passe à la suivante. Non, c'est au contraire, tout l'inverse. C'est que quand on parle de quelque chose, qu'on veut voir se faire, qu'on mature, qu'on construit un raisonnement, on attend un signal, qu'on pense que c'est le bon moment et que ça ne paye pas, c'est un échec. Et je le ressens comme tel. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout, je passe à autre chose et puis je vous balance 50 signaux, puis on verra bien. C'est au contraire. Vous verrez que moi, souvent d'ailleurs dans les Market Live, j'essaie de donner des choses, je ne donne pas les signaux tous les jours, je ne donne pas des évidences tous les jours, des choses qui me paraissent, oui, aujourd'hui on va faire ça, et puis c'est sûr, puis voilà. C'est au contraire. J'essaie au contraire de parce que j'en suis convaincu personnellement, tout simplement que il faut attendre des signaux de qualité, avec des bons risk-reward, donc avec des probas d'exécution qui sont bonnes, dans des bonnes conditions d'équité, en tenant compte des phases de week-end, de vacances. Vous voyez, on inclut un maximum de choses pour que ce signal, à un moment donné, nous paraisse le bon et qu'on puisse exploiter sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Merci pour ces questions qu'on me pose effectivement de temps en temps. On me dit qu'il y a des bugs. Alors normalement il n'y a pas de bug, hein, ça doit être fluide. J'espère que pour tout le monde c'est bon. Normalement le son, moi de mon côté tout est ok, hein, j'ai des bons flux, donc pour moi l'image passe bien et les retours de son sont bons également, donc normalement ça devrait être bon chez vous aussi. Merci pour vos questions. Je vais donc poursuivre cette présentation. Je vais juste un petit peu réduire ça, hop, et je poursuis. Alors, d'autres phases que j'aime beaucoup parce que là aussi ça inscrit des momentum dans la durée, ça inscrit des phases dans la durée. C'est ce qu'on appelle ou les rounding bottom, donc les creux, vous voyez, arrondis comme ça. Il y a plusieurs types de creux, les creux en V, W, triple creux même parfois. Les rounding bottom ou les rounding top, c'est-à-dire les sommets de la même manière, plus vous avez un mouvement qui est arrondi en général, plus ça signifie que le marché a eu le temps de maturer, de construire son sentiment, et que quand ça commence, vous voyez, il faut toujours des zones après qui sont à définir. On voit que quand ça accélère, ça échoue, ça accélère une deuxième fois, on voit que ça crée des zones intermédiaires en fait. Et quand vous commencez à avoir une densité de zones qui se crée de manière intermédiaire, que vous avez vraiment l'aspect arrondi et là c'est vraiment un sentiment visuel. On ne peut pas dire qu'un rounding top ça correspond à des critères d'angle ou autre, c'est juste visuel. Est-ce que ce que vous avez à l'écran est arrondi? Est-ce que c'est un arrondi très régulier, vous voyez, très symétrique en fait, hein, on a un axe, même distance, vous voyez, de même pente de chaque côté. Voilà, plus ça va être symétrique, bien arrondi, plus la pertinence de la figure sera bonne. Et à un moment donné, du coup, on se dit aussi, je rentre quand, hein, dans un rounding. À quel moment on se rend compte qu'un rounding top est bien en train de commencer à produire un effet de réaccélération. Et tous les matins, enfin pas tous les matins, mais souvent dans le Market Live, là, depuis quelques temps, je vous parle du Nikkei. Vous voyez, pour le Japon, je ne l'ai pas remis à l'écran comme exemple, mais c'est typiquement l'exemple. Vous dézoomez le Nikkei sur 20-30 ans. Vous voyez le sommet des années 90, toute la phase qui a suivi, de longue baisse, et regardez en fait la façon dont le Nikkei est en train de se reprendre. C'est parfaitement arrondi sur une vingtaine d'années. Donc, pertinence du signal haussier, très très forte. Voilà. Même si pendant plusieurs mois on peut latéraliser, etc. C'est un pattern de 20 ans qui est en train de se former. Donc ça veut aussi dire que les effets haussiers qui vont être produits, selon moi, par rapport au niveau actuel, tant qu'on est parvenu sur les sommets, ça va être ça les effets en fait, ça va être ces pourcentages de progression là qu'il faudra viser sur le Nikkei. Donc là on prend un exemple concret visuel, hein, qu'est-ce que c'est comme actif d'ailleurs, ça c'est quoi, c'est, je sais pas ce que c'est, le Rodol, ça, je pense que c'est le Rodol, petit doute, bon, en tout cas
peu importe l'actif, j'ai envie de dire, hein, qu'un running bottom, que ce soit sur les devises, sur une action ou autre, c'est le même principe. Hein. Ce qui compte, c'est le signal que dégage l'indicateur ou l'analyse visuelle des choses. J'aime beaucoup le terme visuel. Hein. Il y a un bouquin qui s'appelle L'investisseur visuel pour ceux qui peuvent le lire. C'était un des premiers bouquins que j'ai acheté il y a très très nombreuses années quand j'ai commencé à m'intéresser au marché. L'investisseur visuel, ça montre justement, ça permet d'enlever un peu le nez uniquement du paramétrage purement mathématique des choses. Il y a quand même des paramétrages, le 26-12-9, le 14-3-3, stochastique, ça oui, mais au-delà de ça, c'est visuellement quel sentiment donne le marché. Et l'aspect visuel souvent traduit des comportements psychologiques du marché, justement les rapports de force, long short, etc., hein, dans les différents acteurs du marché. Et l'aspect visuel me paraît primordial. L'aspect visuel, c'est pas j'ai l'impression que, c'est je vois un arrondi parce que il y a eu largement le temps de former cet arrondi et que cet arrondi s'est formé parce qu'à un moment donné, il y avait tel ou tel critère et que là, les critères sont en train de changer. Vous voyez, et que plus en fait, c'est un peu comme un bateau, hein, vous voyez, un énorme cargo qui change de direction, il va le faire comme ça. Mais une fois qu'il est reparti, vous voyez, il a de la vitesse, il est lancé, il s'arrête plus en fait. Donc le rounding top, c'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir, c'est un très long mouvement qui se met en place. Et plus l'unité de temps, vous voyez, et l'échelle de temps est longue, plus ça veut dire que derrière le mouvement produit, dès qu'on commence à accélérer sur des niveaux, devient intéressant. Là, je vous ai mis plusieurs critères, vous voyez, un top, qu'on retape ici, là on voit que ça hésite un peu et ça accélère, là on pose, il y a le jeu des moyennes de prix aussi, vous voyez, là ça casse, ça passe sous les moyennes, bam, on tape, ça donne une résistance, on s'en écarte à nouveau, boum, ça donne une résistance encore, là, résistance ici, vous voyez. La phase la plus compliquée, c'est celle-là en fait, dans le running bottom, running top. C'est quand on est justement au creux de la vague. Parce que si on ignore ce qu'il y a derrière, évidemment, on se dit là, est-ce qu'on n'est pas en train de replonger pour faire en fait, on ne sait pas que c'est un running top au départ. On voit juste que, tiens, là les moyennes de prix génèrent un petit peu, un petit rebond là, ça rebondit. Bah tiens, je vais essayer de jouer le basculement sur la moyenne de prix. Mais là, zut, c'est un échec, je passe en dessous. Ça, c'est les phases en fait, la période la plus dure, elle est là. C'est là qu'on a le plus de risque de se tromper, parce qu'il n'y a pas de momentum en fait. C'est les phases hésitantes, on essaie de se dire est-ce que c'est un range, est-ce que c'est un triangle, est-ce que c'est. On essaie toujours de faire rentrer en fait et ça c'est le propre du trader, je trouve, hein, et de l'analyste, c'est de sans essayer de trop se mouiller sur de se dire dès le début, je suis sûr que c'est un triangle, je suis sûr que c'est un diamant. Le diamant, je l'ai pas fait ce soir dans d'autres sessions pour le voir, mais je suis sûr que c'est un double creux. C'est au contraire de se dire qu'est-ce que ça pourrait être. Vous voyez, de se faire plusieurs scénarios à l'avance et de dire voilà, si c'est un triangle, jusqu'où ça devrait aller. Si c'est un double creux, jusqu'où ça devrait aller. Et donc, on construit en fait plusieurs hypothèses. Et à un moment donné, on en voit une qui apparaît comme évidente. Voilà. Et c'est là ou en tout cas qu'on pense être la réponse aux questions qu'on a pu se poser. Et donc, d'un point de vue trading et même du money management, c'est dans ces phases-là qu'il faut être, je trouve, un peu prudent. C'est-à-dire que c'est là où les phases, justement, quand il y a plus de tendance, quand on a une belle baisse ou une belle hausse, c'est la phase qui suit. La distribution, en quelque sorte. Hein. C'est quoi cette phase? Est-ce que c'est une phase qu'on a vu tout à l'heure, de latéralisation avant reprise de la tendance? Est-ce que c'est une inversion? Voilà, et c'est souvent là qu'on a les contre-pieds, les portes de saloon, c'est ça. Hein. On pense que ça casse les moyennes de prix pour partir. Ben non, on reprend les moyennes de prix dans la figure et on passe en dessous. Ah, on passe encore en dessus, j'achète. Ah non, je revends. Et c'est là, vous voyez, qu'on a beaucoup de mal en fait. Et on le voit d'ailleurs, les moyennes de prix, c'est aussi important. Plus les moyennes sont écartées, plus le momentum est important. Plus elles sont, c'est du BABA, hein, plus elles sont resserrées, plus la tendance est flat, plus le momentum est limité et plus l'incertitude est grande. Voilà. Je refuse par contre de dire les croisements c'est au acheteur ou vendeur. Ça, il y a tellement de cas, c'est des signaux toujours décalés en fait, les croisements de moyenne de prix. Le marché est déjà parti dans une direction, le croisement intervient après. Donc c'est tout sauf un signal pertinent, en tout cas d'exécution immédiate. Combien de fois on voit des croisements et puis boum, ça décroise parce que c'est décalé, c'est un signal, il y a beaucoup d'inertie. Et souvent, c'est le principe d'une moyenne de prix calculée sur la moyenne des X cours de clôture précédents. Donc, forcément, c'est un indicateur construit sur du passé, tous les indicateurs le sont, hein, mais là, sur des moyennes en plus de 50 ou 100, on comprend bien que l'inertie est absolument énorme. Donc là, dans ce cas-là, moi, j'aime beaucoup les moyennes de prix, plutôt, moins pas pour le croisement, mais plutôt pour les signaux de support, de résistance, ce genre de choses. Là, ça échoue, on retombe sur la moyenne, ça échoue, vous voyez, ou c'est plutôt comme niveau de support, de résistance que je travaille des moyennes. Et c'est pour ça que je trouve que les 50 et les 100 sont bonnes, même les 200 encore mieux. On connaît tous après vous savez, les Golden Cross, les Death Cross, hein, la 50 qui croise la 200, etc. Ça, c'est des signaux plutôt rares. Mais j'évite de mettre des moyennes de prix trop courtes parce que justement, il peut y avoir beaucoup de bruit dessus. On peut les franchir sans conséquence et retomber tout de suite derrière, alors que des grosses de 100 ou 200 par exemple, sur des unités de temps plutôt longues, daily ou 8 heures ou 4 heures, les signaux parasites sont beaucoup plus rares. Vous voyez, plus l'unité de temps ou plus la moyenne de prix sera courte, 10, 15, 20, plus vous risquez d'avoir des faux signaux. Voilà. Plus on est sur des unités de temps longues,
plus on évacue un peu plus le bruit, et donc normalement il y a moins de signaux. C'est pas dire qu'ils sont tous bons, mais on élimine quand même, s'il y a moins de possibilités, il y a aussi moins de possibilités de se tromper, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Et donc là, après, vous avez des patterns absolument parfaits. C'est des moments qui sont rares, qu'il ne faut pas rater, hein. Là, vous arrivez ici, ça se faudrait déjà depuis quelques temps, on revient sur la moyenne de prix, parfait. On commence à casser une résistance, parfait. On commence à voir que le rounding est de plus en plus rond. Alors, vous pouvez vous prendre des pullbacks comme ça, mais là, vous voyez, idéalement, quand vous êtes là, déjà, il y a la première accélération ici, mais même celle-ci, là, je ne fais pas du commentaire a posteriori, hein. En direct, on ferait les mêmes commentaires. Si on avait ça et qu'on se trouve ici, on dit attention. Là, on a bien, en tout cas, on dit, on s'est appuyé sur un support et on repart attaquer de résistance. Vous voyez, c'est typiquement le genre de phase qu'on aime bien, de poursuite de momentum en fait. Voilà. Et là, vous avez tous les critères, hein, rebond sur les moyennes de prix, pullback sur l'ancienne résistance, l'effet arrondi qui apparaît bien concret. Voilà. Et là, quand vous êtes là, la proba de chercher en tout cas la hausse, elle est absolument colossale. Voilà, donc ça, c'est les meilleurs signaux qu'on puisse avoir. Mais ils sont rares. Vous voyez, combien de temps il a fallu attendre dans un pattern comme ça? Plusieurs mois, même parfois 2 ans, 3 ans, on va avoir un super signal. Mais ce signal-là, quand c'est bien rondi, ça vous ramène sur le sommet en fait, hein. Les roundings comme ça, top ou bottom, vous ramènent sur le sommet. Donc vous voyez, sur un truc comme ça, vous démarrez ici, vous avez ça à chercher. Donc ça vous laisse tout imaginer la perspective que vous avez devant vous. Et donc, ça réduit aussi le risque de se tromper dans son trading pur. Un truc comme ça qui commence à casser, accélérer, on va pas se dire je vais shorter au moment où ça casse. On ne peut qu'acheter ce genre de pattern. Voilà. Et donc, même dans l'accélération ensuite, dès qu'on voit un retracement, on se dit je peux prendre des gains, vous avez le droit de prendre des gains. Mais par contre, dès que ça accélère sur le sommet, ça vaut le coup de retenter. Parce que comme c'est très arrondi, très inerte, dès que ça repart en mouvement, c'est très très rare que ça s'arrête tout de suite. Parce que ça met justement beaucoup de temps à se construire. Voilà pour cette nouvelle slide. Je vais voir s'il y a des petites questions qui m'ont été posées. Alors, c'est pas ça que je voulais voir. Les questions, voilà, elles sont là. Toc. Je vais scroller un petit peu. Je suis désolé, hein, si j'ai pas certaines questions, il y a beaucoup de questions. Alors, on me demande un bon bouquin sur les indicateurs techniques. Alors, il y en a plusieurs. Moi, je vous dis, celui vraiment avec lequel j'ai commencé, hein, le tout premier que j'ai acheté, ça s'appelle l'investisseur visuel. J'ai plus le nom de l'auteur. Là, je suis en train de rechercher le nom de mémoire. Sinon, vous tapez sur Google l'investisseur visuel, trading, et vous trouverez le nom de l'auteur. Il y a ensuite le pavé de Béchu que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle, enfin que tout le monde connaît, que tout le monde doit connaître, hein, je pense, quand on démarre dans l'analyse technique. Ça s'appelle tout simplement l'analyse technique, hein. C'est un bouquin de Thierry Béchu et de Rick Bertrand. Alors ils ont tous des parcours un peu différents après, mais c'était un petit peu la bible française de l'analyse technique. Et vous avez beaucoup de choses, les triangles, enfin toutes les figures un peu basiques, j'ai envie de dire, mais qu'il faut connaître, hein, voilà. C'est ces deux bouquins-là, c'est ceux qui pour moi sont vraiment les bouquins desquels je me suis formé en quelque sorte. Il n'y a pas à l'époque, il n'y avait pas tous ces systèmes de formation qu'il y a aujourd'hui, il y avait même quasiment rien, il y avait juste des plateformes, quelques sites qui commençaient à apparaître. Là, je vous parle du début des années 2000 en fait, hein, tout simplement. Moi, c'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au marché, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Et voilà, les premiers bouquins, mais à l'époque, il y a beaucoup de choses, il y a quand même Internet qui était là, comme c'est pas l'âge de pierre non plus, mais il y avait très peu de brokers en France. La plupart des brokers, il y avait quelques brokers anglo-saxons et américains, mais sur la partie européenne pure, il y avait très peu de choses. Donc, on commence à avoir l'intérêt pour le forex, par exemple, ce genre de choses, mais les gros courtiers, si vous regardez bien ce que vous connaissez actuellement en France, ils sont arrivés un peu plus après, hein, parce qu'il a fallu des agréments, des licences. Hein, on sait toujours, les anglo-saxons nous devancent toujours pour les innovations financières ou autres. Voilà, c'était le cas encore à l'époque, et les premiers brokers, on va dire, qui commencent ensuite à faire des formations ou autres, sont arrivés bien après. Donc au début, on n'avait que des bouquins finalement, hein, pour quelques sites qui commencent à apparaître pour un petit peu se former. Voilà. Mais c'est pas vraiment sur les parcours universitaires ou autres, on n'apprend pas ça, on va dire, sur les bancs de l'université. Hein, c'est une école de commerce que moi j'ai fait, il y avait évidemment zéro truc là-dessus, hein, c'était des parcours très classiques. Voilà, je vais juste voir ensuite s'il y a d'autres questions. Toc. Voilà, John Murphy, merci Christophe, qui répond à la question de John Murphy, effectivement, qui a écrit le bouquin Investisseur visuel. N'hésitez pas à proposer entre vous, hein, si vous pouvez aussi discuter entre vous comme ça, hein, ceux qui veulent proposer des ouvrages ou des sites qui leur paraissent intéressants, pas de souci évidemment. Voilà, je vois pas d'autres grosses questions que je n'aurais pas vues. Alors ici une question, quelle est donc l'échelle de temps la plus petite que vous préconisez? C'est une question difficile parce que je n'ai pas une en particulier. J'aime beaucoup le daily, mais ça c'est dans la partie haute donc, hein, daily et weekly, ça j'aime beaucoup. Dans la partie courte, les UT 1 heure, voilà. Alors, peut-être me direz-vous, c'est pas encore assez court. Oui, c'est pas forcément hyper court, mais UT 1 heure, oui.
pas mal lutter 1 heure, et sinon après vraiment les plus petites unités, c'est lutter plutôt 10 minutes, voilà. Je vais très rarement en dessous. Sauf quand je veux vous montrer un signal très précis, mais par rapport à des tracés qu'on aurait fait déjà sur du daily, mais quand on veut zoomer sur une partie du graphique, souvent je mets des flèches d'ailleurs, hein, vous voyez, sur Twitter je mets oblique qui passe par tel ou tel niveau, juste pour vous rappeler que même si on est sur une unité 5 minutes, 10 minutes, le niveau qu'on a est un niveau qui a été formé sur du daily ou du weekly, vous voyez, sur des phases plus longues. Voilà, je vois pas d'autres questions, en tout cas, oui, que je peux répondre de manière évidente, ou en tout cas qui peut apporter un plus, hein, pour l'ensemble des auditeurs. Voyez-vous mes questions sans réponse? Alors, moi, je les vois pas. Voyez-vous mes questions sans réponse? Édouard Marton, je vais essayer de voir si je les vois. Voilà, j'ai du mal à comprendre toutes ces figures sans exemple de trade. Ben justement, là, je suis en train de vous montrer la construction des patterns, en fait, hein. C'est ça qui, pour moi, me paraît intéressant, c'est en analyse technique, quels sont les patterns assez fréquents, quels sont les paramétrages aussi, hein. Vous voyez à gauche ici, pendant que je vous parle, il y a un triangle par exemple. Typiquement le genre de choses qu'on fait très souvent en analyse technique. On voit que les points hauts se diminuent, que les points bas se redressent. Triangle, alors il peut être haussier, baissier, etc. Mais triangle, ça fait aussi partie de l'attirail obligatoire. Quelqu'un qui trade, peu importe l'unité de temps même, hein, un triangle est très souvent quelque chose à travailler. Ça peut générer des faux signaux, mais c'est la traduction là aussi d'une phase d'attente. Et donc avec une volatilité qui se réduit, une amplitude des mouvements qui se réduit. Et donc comme toutes les phases où l'amplitude des mouvements se réduit, on va chercher la phase plus explosive, la phase de sortie en fait. Que ce soit un range, un triangle, un diamant également. Hein. Diamant, là malheureusement j'ai pas exemple, mais les diamants, voilà, des figures de sortie également d'accélération qui sont intéressantes. Voilà, donc hein, l'objectif c'est ça, c'est d'identifier. Moi j'aime bien identifier des figures aussi pour la phase en fait de réaccélération. Voilà, la phase d'accélération, c'est ça qui est intéressant en trading. Le trading, c'est de faire un maximum, ou l'investissement, peu importe, essayer de faire un maximum de perf en un temps raisonnable. Donc les phases de sortie sont des phases typiquement adaptées à ça, où justement on reste à l'écart pendant que ça consolide. Typiquement le Russell 2000 en ce moment, hein, depuis plusieurs mois, très latéral, on va attendre la phase de sortie. Voilà. Donc mais si on suit comme ça une trentaine d'actifs, il y a toujours il va se passer quelque chose. Donc, on va mettre un sous couvert pendant quelques semaines, quelques mois, attendre qu'ils produisent, comme l'argent, par exemple, en ce moment. Vous voyez, ça fait plusieurs semaines, même quelques mois, qu'on ne propose plus rien. Alors qu'il y a quelques temps, on proposait beaucoup de choses. Sur l'or aussi, vous voyez, c'est comme ça. En fait, on suit, pas plus de 200 000 actifs, mais quelques dizaines, où on va justement surveiller tous les niveaux régulièrement, et puis on va se dire, voilà, tiens, sur cet actif-là, un pattern commence à se mettre en route. Voilà. Ça, c'est un peu ma façon de faire. Hein, vous voyez, quand je fais le market live, vous avez à gauche la plateforme avec tous les actifs que je suis, une quarantaine, cinquantaine. Voilà, j'essaie de suivre un peu tous les taux, les indices, les devises et matières premières. Et bien, il y en a certains qu'on va plus tout faire pendant pas mal de temps, et sur lesquels on va revenir quand il y aura un signal, et puis d'autres qu'on va trouver plus intéressants à un moment donné. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt du trading, c'est de se dire, je vais pas attendre 20 ans qu'il se passe un truc, je vais en suivre quelques-uns, pas tous non plus. Et puis, quand un pattern sur du moyen terme commence à arriver, pour mon trading court terme, ça va être intéressant parce que tous les creux, du coup, on va pas les short, on va plutôt, si c'est un signal d'achat que l'on a, toutes les phases accélérantes, on va les jouer en fait. C'est-à-dire que le trading s'inscrira d'abord sur un signal qui est formé d'abord sur un signal de moyen terme. J'étais en train de dire une autre question au moment où je répondais. Allez-vous aborder la façon de gérer une position haussière à un niveau jamais atteint auparavant? Ouais, très bonne question de Eric Baratolo. C'est le plus dur, c'est ce qu'on a sur le Nasdaq par exemple. Vous voyez, depuis maintenant tout le temps en fait, depuis des années, record sur record. Moi je suis moins confortable avec ça. Certains le sont, hein, évidemment, tous les gérants ou autres, quand on est long only, c'est facile, on est toujours long, donc tout va bien. Je suis bien plus à l'aise, encore une fois je donne un sentiment personnel, bien plus à l'aise avec au contraire des marchés qui ont commencé à consolider, voire corriger un petit peu, parce que justement on attend la phase d'après. On attend le moment où, quand le marché marque record sur record, on peut se dire, je mets long, je mets un stop à tel niveau, et puis je verrai bien. Comment dire, là c'est l'aléa. Même si après on peut avoir une vision macro des choses qui fait que grâce aux banques centrales ou autres, on se dit que le marché va encore progresser. Il y a ça qui rentre vraiment en compte. Mais d'un point de vue purement technique, quand on n'a pas de repère au-dessus, alors si vous avez quand même quelques petites choses, mais là, vous voyez, je ne suis pas sur la plateforme, mais vous avez ce qu'on appelle les projections de Fibonacci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré des retracements. Les projections de Fibonacci, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, une fois qu'on casse un niveau, c'est tout ce qui ira au-dessus de 100. En fait, la cassure du niveau, en fait, vous avez une vague baissière qui rattaque le sommet, eh bien, ça va être 123%, 123, c'est quoi, c'est 23,6, 23,8, 123,8, 138,2, 150%.
voyez, en fait, c'est à partir du moment où vous passez ici le sommet, sur des vagues comme ça, vous allez vous mettez en place vos Fibo extensions de Fibonacci, hein, c'est projection ou extension de Fibonacci, et en fait, ça vous donne des niveaux. Mais pour cela quand même, il faut qu'il y ait une vague très visible auparavant. C'est-à-dire que un peu comme les retracements se mettent entre un point A et un point B bien visible, pour les projections de Fibonacci, c'est pareil. Il faut que vous ayez en fait une vague comme ça, il y a un point, et à ce moment-là, vous avez les projections qui apparaissent et qui vous donnent ce que le marché peut chercher une fois qu'il commence à casser. Voilà, donc pour moi, il y a ça, ou alors certaines obliques également. Hein, vous voyez, des obliques qui ont été tracés il y a longtemps, mais qui poursuivent leur chemin aussi en fait, et le marché à un moment donné, c'est un niveau record, il peut y avoir certaines obliques formées il y a quelques temps qu'on peut retrouver au-dessus. Voilà. Pour moi, il n'y a que ça en fait, ou les fibos, ou des projections quand il y en a, d'obliques évidentes, bien visibles, qu'on peut travailler. Mais sinon, après, c'est aussi se dire, hein, les marchés ne font que monter. Je parle pour les actions, hein, les gros indices, le Dow, le Nasdaq, le S&P, le CAC dividende inclus, le DAX dividende inclus ou autres, les indices européens dividende inclus, ils ne font que monter d'un point de vue historique. Donc après, c'est aussi le sens de la nature des choses que de faire que monter finalement. Historiquement, les marchés ne font que monter. Le tout étant de, au mieux se préserver des phases correctives qui sont toujours temporaires, mais le temporaire, ça peut être plusieurs années quand même. Mais par contre, voilà, un marché, normalement, on ne peut pas accepter, un pays développé, une zone développée économique, ne peut pas accepter que ces marchés baissent durablement parce que c'est la traduction aussi qu'on ne fait plus de paris sur la croissance. Or, pour qu'on ait tous un job, il faut qu'il y ait de la croissance. Cette croissance, elle peut changer. Hein. Aujourd'hui, pendant des années, ça peut être une croissance liée à l'industrie, ça peut être une croissance liée à des services, une croissance sur des choses dématérialisées. Le gaming ou autre, il y a plein de choses qui créent la croissance, mais qui ne sont pas matérielles pour autant, vous voyez. Mais il faut qu'il y ait toujours de la croissance sur quelque chose. Hein, et que globalement, la masse monétaire, hein, il y a besoin de ça aussi, ne cesse de progresser. Et si vous regardez le cas au niveau mondial, c'est toujours le cas. Voilà, donc le marché ne fait que monter. Hein. Ça, c'est historique, c'est vérifiable. Donc après, comme on aborde les positions haussières sur les niveaux jamais atteints auparavant, soit on n'y va pas, si on estime que vraiment le moment est trop vertical parce que c'est une espèce de FOMO et on pense qu'effectivement on approche d'un moment comme c'est le cas maintenant, pour moi le Nasdaq, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein, qu'il est vraiment dans une phase très étirée à cause des taux bas, plus des bons résultats qui sont là aussi, mais que le marché est peut-être un petit peu conciliant par rapport à la Fed qui va quand même normaliser. Voilà, on n'est pas obligé à ce moment de se dire, mais là il y a une approche macro du coup qui commence à rentrer en compte. C'est plus seulement des éléments techniques, c'est aussi l'approche macro. Et c'est ce qu'on essaie de faire du coup dans le Market Live, hein, tous les matins. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai déjà largement, je suis désolé, hein, j'ai largement dépassé le créneau. Donc je vais plus prendre de questions et je vais accélérer sur les slides. Je vais prendre quelques questions tout à la fin de cette présentation. Voilà, donc la slide qui apparaît actuellement. Est-ce que c'est la suivante? Voilà, c'est la suivante. Des choses donc basiques, hein, mais souvent, moi je trouve que le basique en analyse technique, c'est ce qui est le mieux. Une grosse oblique historique, une grosse résistance, un gros support, vous voyez, une divergence, c'est du basique. On ne va pas se créer des indicateurs complexes qui vont parasiter tout l'écran. C'est de se dire, voilà, tiens, à un moment donné, il y a un marché qui retombe, au niveau tapé 3 fois, on voit que ça diverge sur les indicateurs. Si en plus il y a une news particulière qui est en train de ce mouvement, là, oui, retombons lourdement ici, on peut se dire, je vais tenter. On aurait pu tenter ici aussi, vous voyez, ça tape, on peut tenter, stop serré. Ça peut ne pas payer une fois, et puis la fois d'après, si le double top se propose bien et se réalise, bingo, donc c'est ça la symétrie, c'est de se dire, j'ai vu qu'il y a un double top, je vais le tenter, je rentre vendeur ici, donc mon espérance de gain c'est la hauteur du deuxième top, donc si imaginons que ça ne fâche pas 100 points, je vais en risquer 20 sur mon stop, belle asymétrie, 1 pour 5, parfait, si c'est 2 pour 10 c'est encore mieux, vous voyez, il faut que vraiment ce ratio soit le plus important possible, hein, que le risk-reward soit minimum de risque, maximum de récompense, voilà. Donc c'est des choses très très simples qui sont grossièrement simples presque, hein, mais moi je trouve qu'en analyse technique c'est souvent le plus simple le mieux. Hein, c'est des choses, le marché monte pas, pourquoi il monte pas? Est-ce qu'il y a une news particulière? On retombe sur un support, on a une divergence qui apparaît, il y a un peu le jeu des moyennes de prix, on retombe dans la moyenne de prix, vous voyez. C'est toujours le même que vous reverrez, hein, sur mes analyses, c'est toujours la même chose, la moyenne de prix 50, 100, double top, triple top, oblique, support, résistance, voilà, c'est toujours les mêmes termes parce que c'est ce qui me paraît être pertinent dans mon analyse à moi. Certains peuvent être très confortables avec les Bollinger, par exemple les bandes de Bollinger, d'autres le seront plus avec des... Il y a des centaines d'indicateurs, certains on peut même paramétrer ses propres indicateurs si on a envie, les créer, donc voilà, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de choses uniques. Moi je vous montre ce que je trouve être abordable, mais que j'applique dans ma analyse de tous les jours. C'est pas de la vulgarisation que je fais là, je vulgarise rien, c'est comme ça que j'approche le marché, tous les jours. Cône d'élargissement, ça c'est quand même très rare qu'on figure, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sympa aussi. C'est sympa aussi parce qu'on voit bien le pattern se faire,
Et puis alors, le jeu ensuite, je mets ça entre guillemets le jeu, mais c'est de deviner quel côté on sort. Un cône d'élargissement, ça peut être ça et boum, on fait ça, ou ça et boum, on fait ça. Hein, c'est comme un range, hein, c'est quel côté on sort. Mais on sait qu'à un moment donné, dans ce genre de pattern, il faut en sortir. Donc, hein, c'est ça la symétrie qui est géniale, c'est que si on tente ici, on peut se prendre effectivement la hauteur du truc, tout ça, donc à ce moment-là, si on est là, on ignore ce qui se passe après, on peut tenter là. Tenter l'accélération en disant ben voilà, ça le marcher à 3 fois étape, il casse pas, il accélère, donc il va sortir du cône et accélérer verticalement. On peut tenter d'être long ici, mais toujours avec ce rapport d'asymétrie. Je vais tenter de prendre la hauteur de la dernière vague ici. Donc, qu'est-ce que je risque pour chercher ça? Si ça fait 100, je vais en risquer 10, 15, 20 maxi pour que mon ratio soit bon. Ça paye pas, je perds 20. Par contre, ça s'effondre derrière, ça je le vois. Mais je ne sais pas si je dois shorter ici. Pourquoi je shorterais? Ça peut faire ça puis repartir. Par contre, ça tombe lourdement ici. On n'est pas sorti par là et on retombe par là. Il y a un beau cône d'élargissement. Je me dis, je vais à nouveau retenter dans l'autre sens, cette fois-ci, de prendre ça en risquant 20. Et cette fois-ci, vous récupérez vos 20 perdus et terminé. Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça dans l'appréciation en live des choses. Mais l'AT, l'analyse technique, c'est, quand tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est d'identifier le plus tôt possible un pattern qui nous semble pertinent, en essayant à un moment clé de ce pattern de jouer la cassure, l'accélération, parce qu'on se dit que si ce pattern se réalise, l'objectif, on arrive à quantifier l'objectif et le moment de sortie. Et si ça échoue, il n'y a pas 36 possibilités. Vous voyez, on ne va pas tenter 20 fois le même truc. Ça échoue, on a échoué, on a fait une perte. Mais vous voyez, alors que du trading, on va faire 10 fois la même chose dans la journée, sans vraiment de signaux, juste parce qu'on pense que vous avez multiplié les faux signaux, vous allez vous disperser, psychologiquement c'est épuisant. Voilà, là, ce genre de pattern, on a que deux sens de sortie possible. On tente l'un quand la figure est mature, et ça ne paye pas, ce sera l'autre, et l'autre nous remboursera ce qu'on a perdu sur le premier signal qui a échoué. Idéalement, c'est ça, vous voyez, le pattern, c'est de tenter quand on pense que, et si ça échoue comme le pattern est construit là aussi, vous voyez, c'est un pattern formé sur plusieurs mois, donc on sait qu'un pattern formé sur plusieurs mois, quand il se réalise, sa durée d'exécution se fera aussi sur un temps certainement long, et donc où on aura le temps de voir venir, en fait, où on aura le temps d'exploiter, pas de voir venir, le temps d'exploiter le signal le plus longtemps possible. On poursuit encore un petit peu, et puis je vais pas tarder à m'arrêter. Canal range, alors ça c'est basique aussi, hein, c'est du fondamental, enfin c'est du basique, hein. Est-ce que c'est inutile pour autant? Non, c'est simple, hein, c'est simple. C'est très visuel, hauteur d'une espèce de range, vous voyez, d'une zone oblique, comme ça, un canal plutôt, voilà, canal, pas un range, un canal. Hauteur du canal, on en sort, on projette. Après, ça peut monter plus haut, peu importe. Ce qui compte, c'est de prendre ce qu'on a anticipé. On pense que c'est un canal, s'attend d'en sortir, on veut jouer la sortie et l'amplitude du canal. C'est parallèle au canal, hein, c'est vraiment quelque chose de très parallèle. Voilà. Après le range, là je vous ai mis donc le Russell 2000. Ça c'est l'indice Russell 2000, on en parlait tout à l'heure. Grosse accélération, belle phase de distribution. On peut se dire, là encore, tiens, si ça va ici, je peux tenter. Mais comme historiquement les marchés ont comme tendance à beaucoup plus monter que baisser, si on tente de shorter sur le retour ici en pensant qu'on fera la hauteur, il faut bien avoir conscience du risque de bear trap, vous voyez. C'est-à-dire qu'on short en se disant, en ayant conscience de tout ça, c'est pas en disant je short en étant sûr de prendre mon range et ma hauteur. C'est-à-dire je vais tenter, peut-être parce qu'il y a une pression à ce moment-là, qu'il y a une news qui n'a pas pu marcher, mais en ayant conscience que la phase de distribution qui a précédé est quand même très longue. Et que si le marché historiquement ne font que monter, potentiellement mon espérance de gain à la baisse serait quand même très limitée en temps et en amplitude. Voilà, donc on se dit comme ça quand on tente une sortie par le bas d'un pattern qui arrive après une belle phase haussière quand même, vous voyez. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si ça sort par le bas, je ne suis pas convaincu d'essayer d'y aller. Par contre, si ça, effectivement, on laisse y aller, imaginons que ça paye, que ça remontera toujours un jour. Hein, donc, attendons peut-être plutôt le jour où ça remontera à la hausse, parce que là, on s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui sont que les marchés ne font que monter. Le pattern range aura été réintégré. Donc, ça, c'est important aussi, c'est un peu important à dire. C'est pas parce que vous sortez par exemple par le bas ici, vous avez un bear trap par exemple, hein, que la hauteur donc du range ne se réalise pas. Imaginons que vous passez de là à là. Donc juste une partie qui a été prise à la baisse et que le marché intègre. La notion de range, pour moi, s'applique toujours. Même si il a été brièvement sorti, la notion de range dans l'autre sens s'appliquera toujours. C'est-à-dire que même si on sort un peu, qu'on réintègre, qu'on va là, moi l'objectif sera toujours la hauteur du range en ignorant volontairement qu'il a fait sorti par le bas. Parce que là, les 3/4 du pattern, ou même les 90% du pattern, étaient un range. Voilà. Donc on gardera l'objectif de hauteur de range, même si brièvement ça fait une incursion dessous, la progression technique restera celle-ci et non pas la dernière vague, hein, celle-ci, la hauteur du range.
Voilà, ben je m'arrête là-dessus, hein. C'était la dernière slide, donc je vais juste répondre à quelques questions, je vous montre juste rapidement ceci, hein. Donc ceux qui connaissent tant, vous savez déjà que ça existe, les autres qui ne connaissent pas encore, c'est ce Market Live tous les jours que je fais de 11h à midi, et puis Twitter où je mets souvent comme ça, des analyses comme celle-ci, ou des déclarations comme hier sur Powell, la Fed, vous voyez, tout ce qui me paraît important, d'ordre macro, d'ordre parfois politique s'il y a, d'ordre rumeur s'il y a parfois aussi, d'ordre purement graphique comme c'est le cas sur ce tweet-là, vous voyez, voilà. Je suis actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à suivre pour ceux qui veulent continuer à prendre la température du marché. Je suis pas tout le temps là, hein, non-stop, mais voilà, quand des choses me paraissent intéressantes, je les mets, j'en parle dans le Market Live et je les mets sur Twitter. Et puis vous avez évidemment tout le site ensuite web d'IG. Vous avez aussi toute une rubrique News Analyse, hein, sur le site web, vous verrez sur la page de garde, il y a la rubrique News Analyse. Alors je suis pas le seul à écrire, hein, loin de là, même il y a beaucoup, il y a Vincent Bois que vous connaissez, on a aussi des intervenants extérieurs, hein, qui contribuent, comme Valentin Oufran par exemple, hein, qui fait également du contenu. Voilà, n'hésitez pas, c'est très diversifié justement, il y a plusieurs points de vue, il y a aussi bien de la partie un peu macro, il y a des parties plus histoire aussi, on raconte parfois, c'est quoi tel secteur, comment le secteur vous voyez, un peu comme je sais pas, dire Wikipédia de la finance, mais il y a parfois des articles qui sont des articles juste de référence, hein, où on fait rappel, on vous rappelle ce qui s'est passé dans l'histoire, tel ou tel groupe, tel ou tel indice, qu'a-t-il fait, il y a 10 ans il s'est passé ça, vous voyez, voilà, ça permet aussi comme ça de continuer à se former en dehors des choses plutôt court terme ou d'actualité, voilà, de savoir ce qui s'est passé, et de connaître, voilà, certains types de marchés, certaines formations aussi parfois, voilà, il y a un petit peu de tout sur le site, enfin je dis un peu tout, c'est bien structuré, la partie produit sur le site aussi, mais c'est pas le thème de ce soir, voilà, mais le site web, chaîne YouTube d'IG, bien évidemment, hein, qui est aussi là le gros canal de communication pour tout ce qui est Market Live, et les vidéos de formation, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de produits chez IG, beaucoup de CFD, différentes très nombreuses classes d'actifs. On fait très souvent des mises à jour, des formations, hein, sur la partie marché, la partie produit. Donc tout ceci vous le retrouvez également sur la chaîne YouTube d'IG à laquelle vous pouvez vous abonner. Je vais regarder une dernière fois s'il y a quelques questions qui restent. Et puis je vais... alors qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai enlevé les questions? Ah non, elles sont là, voilà, excusez-moi. Est-il pertinent? Voilà, c'est une bonne question. Ça est-il pertinent sur la plupart des questions ce soir sont bonnes, hein. Je ne juge pas les questions, hein, rassurez-vous, mais moi c'est une question qui paraît importante pour l'ensemble des gens qui participent. Est-il pertinent sur les plans techniques ou macro d'entrer sur le marché durant ce mois d'août ou faut-il attendre la rentrée? Alors, très bonne question. Moi, je travaille très peu des questions de saisonnalité. Très peu. Saisonnalité, c'est quoi? C'est de dire... attention, il y a quelques éléments de trimestriels qu'on regarde, hein. Les 4 sorcières, bien sûr, ça on tient compte, bien entendu, hein, où il y a des volumes, des échanges d'options, de contrats à terme autres, enfin d'échanges de contrats à terme, pardon, bien sûr qu'on regarde. 3 sorcières ou 4 sorcières, on regarde. Par contre, quand je dis saisonnalité, c'est de dire l'été, légèrement, il y a moins de volume, il y a moins de vol, donc on laisse passer puis on verra. Ça non. Pourquoi ça non? Parce que historiquement, c'est pas tous les étés qu'on a ça, mais souvenez-vous la crise de la dette en Grèce, par exemple, enfin liée à la Grèce à l'époque, ça s'était déroulé en plein mois, enfin ça a duré longtemps, mais il y avait des accélérations en plein mois de juillet par exemple, hein, des accords qui s'étaient trop au bout de la nuit en plein mois de juillet. Souvenez-vous la crise liée à la Chine en 2015, la Chine qui dévalue sa devise, été 2015, août 2015 même, plein mois d'août, boum, la torpeur estivale, tout roule, S&P sur des niveaux largement rattrapés par rapport à la crise des subprimes, très peu de vol, tout roulé, hein, vraiment, tout roulé, boum, la Chine qui dévalue, 3-4 jours d'affilée sa devise, le S&P moins 15% en plein mois d'août. Voilà. Donc, vous voyez, je ne dis pas qu'il faut s'attendre à chaque fois être sur ses gardes, sinon on dort plus la nuit, mais c'est de dire, oui, il peut y avoir des effets de saisonnalité, des habillages de portefeuille, fin d'année, fin de trimestre, ce genre de choses qui contribuent au flux et au mouvement, et les flux c'est quand même très important sur les marchés, mais si c'était aussi simple, vous voyez, de manière récurrente, il y a sur la durée, sur 30 ou 40 ans, quand on mesure, on se dit oui, entre octobre et tel mois, oui, le marché était plutôt haussier que baissier. Mais c'est vraiment des moyennes, hein, c'est des choses très moyennées. Donc oui, il faut savoir ce que l'histoire donne comme repère, mais ne pas se dire, tiens, l'histoire a montré qu'à chaque fois, enfin que globalement, à ce moment-là, il se passe ça, donc je vais jouer ça. Si le marché, par exemple, est déjà très cher, que ça commence à casser un support, que la vol progresse, alors qu'on se dit, ouais, mais idéalement, une fin de trimestre, c'est plutôt acheteur parce qu'on a mis les portefeuilles. Si oui, le marché baisse, il commence à casser un support, on ne va pas chercher à tout acheter ça parce que même ça devrait monter fin de trimestre, ben non, ça monte pas.
Voilà, donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense, non, moi justement, je joue pas tous ces effets de saisonnalité. Hein, je m'intéresse tout le temps à l'actu en permanence, voir s'il y a des points chauds ou pas, s'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas, des raisons d'être optimiste aussi, hein, ou pas. Voilà, c'est plutôt ça qui drive le sentiment, plutôt des effets de calendrier. Voilà, je vois pas d'autres questions voilà, sur le chat. Donc écoutez, merci à tous de votre participation. Je vous retrouve donc demain, pour ceux qui le souhaitent, Market Live à 11h, un Twitter dans la journée, parfois le soir quand il y a des choses à dire aussi, parfois le week-end aussi, il y a des petites news qui me paraissent importantes. Voilà, et donc même pour synthétiser, moi j'ai vraiment une approche macro et technique des marchés. Hein. Je ne fais jamais passer l'un avant l'autre. Parfois si on peut, quand on a un pattern technique, et on va ramener l'intérêt plus sur l'aspect technique, mais il y a des fois c'est plutôt la macro qui l'emporte par exemple. Hein. Donc mais les deux pour moi sont toujours à travailler. Hein. Dire je ne fais que du technique en ignorant la macro, c'est justement là qu'on peut se dire tiens je vois un pattern alors que la macro va plutôt dans le sens du attention, la tendance est toujours la même et ce pattern par exemple d'inversion n'est peut-être pas le bon. Voilà. Donc la macro n'est pas la martingale, l'analyse technique seule non plus. La combinaison des deux me semble être pertinente. Dans la naissance de certains signaux et idéalement j'aime bien plutôt essayer de déceler des signaux qu'on peut porter sur plusieurs jours à plusieurs semaines que des signaux qu'on peut faire, mais encore une fois le trading c'est ça, hein, c'est d'arriver à se dire je suis dans un segment tendanciel que je pense avoir identifié et donc tout ce que je vais faire dans ma journée doit se faire doit s'inscrire dans ce si c'est un billet haussier, baissier, vous voyez une cassure de range, c'est de se dire j'ai ma projection qui est faite et donc je vais travailler mon intraday là-dedans. Voilà. Donc c'est totalement compatible. Hein. Moi quand je monte des signaux contraires de moyen terme, c'est pas pour vous dire attendez 20 ans avant de faire un truc, c'est de dire ce signal-là, vu qu'on l'a attendu et maturé, il peut produire potentiellement de bons effets durables, donc si on trade, on tradera dans ce sens de marché. Et donc on évitera de prendre des contre-pieds de ce mouvement-là, d'essayer plutôt de shorter à ce moment-là, on va plutôt essayer d'être long, vous voyez, de s'inscrire dans ce mouvement-là. Voilà, bonne soirée à tous. Et donc je vous rappelle, hein, tout ceci sera disponible en replay directement sur la chaîne, enfin sur la partie IG Academy, sur le site d'IG, donc vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à ça. Et sinon, ce sera sur YouTube, hein, tous les jours la semaine prochaine, il y aura, et ensuite une fois par jour, donc hein, il y aura un replay qui sera proposé. Excellente soirée à tous et merci pour votre participation. Au revoir.